c'est le plus grand héros que le monde ait connu. Il a traversé le temps, exploré le monde, côtoyé les plus grands. Il a combattu nombre d'adversaires aux mines patibulaires. Aujourd'hui, il est de retour pour sauver le bouillard. Ah, Pluton, viens ici, Pluton. Bouillard! Oh là là, quelle force et quelle puissance! Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 94e épisode de Comics Podcast. Toutes les 2 semaines, on s'aventure dans les multivers des comics et dans la bonne humeur et dans la mauvaise foi. J'ai dit beaucoup de « et », mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, c'est Eric pour vous accompagner dans ces découvertes et avec moi, la personne qui réalisera sans doute le débat présidentiel de 2022, c'est notre réalisateur Adrien Larouzet. Voilà, ils sont chauds. Et d'ailleurs, on va dire bonjour à eux qui sont chauds. Bonjour aux chroniqueurs présents avec nous cette semaine. Salut Sam. Salut Eric. Comment ça va? Ça va bien? Et toi? Ah, l'ordure. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je lis... C'est juste que tu lisais. Je viens de finir The 12 chez Marvel. Ah. Je viens de finir le Superman Identité secrète. D'accord, un classique. Ouais. Enfin, pour certains. Je viens de finir L'eau également, la dernière sortie de chez Urban. D'accord, donc un mélange classique, moderne. Ouais, voilà. Et puis je vais va. m'attaquer à Royal City. Ah, Jeff Lemire. Ouais. Ah, je me rappelle de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est déjà vu. Et aujourd'hui, cette semaine, de quoi tu vas nous parler? Je vais vous parler d'un personnage dur, fort, charismatique, un homme qui ne cesse de crier « Fouette cocher !» Cette fois-ci, je comprends. On va dire bonjour également à Eva. Salut, Comment tu vas? ça va bien? Tu lis des choses en ce moment? Je lis le nouveau Old Man Hawkeye. Ah, intéressant. Voilà, Tu c'est sais très qui très beau. dessine? Donc, j'aurais dû regarder depuis tout à l'heure. Hein. Et toi, cette semaine, tu nous parles de quoi dans l'émission? Je parle d'un comics de science-fiction horrifique qui traite d'eugénisme. C'est dur de faire rire. On en parle dans un instant. On parlera également avec Nivrae, qui est dans l'émission. Oui, c'est Comment moi. tu vas? Ça va bien? Et toi? Ah, tu vois, je m'étais même préparé à répondre. Moi, c'est bien, beau. merci. Tu as des petites lectures que tu croques dans ton lit. Et maintenant, je croque plutôt une série. Je regarde la saison 2 de Jessica Jones. Ah, je crois qu'on a été seuls. Elle est bien cette saison? Ouais, c'est pas mal. Ça D'accord. se regarde bien. Je suis pas sûr que toute l'équipe ait regardé, mais on pourra en parler. Bon, je vous explique un truc. Ouais, faut qu'on en C'est parle la là. deuxième fois qu'on fait. Et on a dit quasiment la même chose mot pour mot. Bon, bref. Et toi, tu nous parles de quoi cette semaine, Nivrae? Eh bien, je vous raconte l'histoire d'un réparateur de climatisation. Intéressant. Ça arrivera tout de suite après, mais la suite du programme est intéressante également. On va parler des publications française et américaine du personnage de Mickey depuis, je crois, les années 30, un truc comme ça. Mickey, notre dieu à tous. Et en fin d'émission, on se paye l'adaptation animée de l'histoire de Batman, Gotham by Gaslight. En français, c'est Gotham au 19e siècle, je crois. Petite annonce, le 14 avril aura lieu l'enregistrement du 96e épisode de Comics Podcast dans les locaux de Album Comics. Ça aura certainement lieu en début d'après-midi et l'émission sera en public. Donc on va créer un événement, vous pourrez vous inscrire et vous aurez l'heure quand on la connaîtra. 2 semaines plus tard ou un mois plus tard, il y a également le Free Comic Book Day le 5 mai également chez Album Comics. On verra ça plus tard. Et un mois plus tard, c'est la 100. Ouais, la la 100. C'est exactement le genre d'ovation que ça mérite, qui sera tournée certainement la semaine du 7 juin, donc à vos calendriers. Retrouvez toutes les informations concernant les événements et les émissions spéciales sur notre compte Twitter, @comicspodcast, ou sur le Bouya Comics Club. C'est ce petit club des amateurs de comics et des amateurs de Comics Podcast qui aiment bien parler entre eux de comics, de séries, de films, d'expositions. Bref, si vous voulez en discuter, c'est là-bas que ça se passe. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Comics Outcast numéro 94.1, c'est parti. Ah, c'était absolument pas préparé. On va commencer avec les revues. 3 titres que nous avons choisis, en tout cas les chroniqueurs. Nous avons lu, quand c'était pas trop long, les 3 premiers comics. Il y en a certains pour lesquels on s'est permis de dépasser parce qu'elles étaient relativement courtes. Et le premier comics de cette semaine, c'est Koshei the Deathless. Oh là là. J'allais dire, j'espère que je prononce Koshei facilement, mais j'y arrive pas. Et c'est toi, Sam, qui nous en parle cette semaine. Oui. Alors, Koshei the Deathless, le nom mort. C'est un personnage du Mignolaverse et
plus précisément du Hellboyverse. Ah, parce que oui, il faut rappeler aux auditeurs que toi, t'es un gros Mignola fan. Non, Ouais. Mignola fag, gros fan de Mignola. Ouais, Voilà. le plus grand. Le plus grand. Oui, 1m72 et tout. Je t'écoute. Donc Koshei, c'est un personnage qu'on rencontre déjà dans Hellboy. Ouais. L'Appel des Ténèbres, le tome 9 chez Delcourt, est sorti chez Dark Horse sous le titre de Darkness Calls. Ok. Voilà. Et L'histoire. Et l'histoire. Donc je vous fais un rappel rapide de qui est Koshei. En fait, du coup, dans l'Appel des Ténèbres, Ouais. Hellboy est enlevé par 3 sorcières qui ont été ressuscitées et qui l'emmènent à un grand sabbat des sorcières mortes et vivantes de par le monde pour élire la nouvelle reine des sorcières. Et en l'occurrence, ils veulent proposer à Hellboy de devenir le roi des sorciers. Des sorcières. Parce que son père est le démon des sorcières et que sa mère est une sorcière. En gros, il est légitime par le sang, c'est ça? Ouais, il y a de ça, ouais. Ok. Et Hellboy est totalement contre. Il leur dit clairement laissez-moi partir et je vous laisse finir votre réunion sans vous tuer. Ce à quoi les sorcières lui répondent déclenche pas la guerre entre nous cousins. Et lui, il leur répond clairement la guerre, j'ai rien contre. Ok, donc en gros, si je peux tous vous décimer, c'est ça, pas grave. Ouais, c'est un peu ça. Et les sorcières prennent peur et décident de faire appel à l'une de leurs sœurs, la Baba Yaga, sorcière de Ah, elle est de connue, Russie. elle. Ça Oui. va être plutôt mythique. Enfin, C'est un personnage mythique de la mythologie russe qui est un personnage aussi, un adversaire récurrent d'Hellboy puisqu'il lui a arraché un œil et elle veut sa vengeance. de genre. Donc la sorcière Baba Yaga décide de l'attirer dans son monde, celui d'une Russie oubliée, là où elle est enfermée, D'accord. et envoie contre lui d'abord une armée de morts pour le tuer et prendre son œil en paiement. D'accord. Et voyant qu'elle n'y arrive pas, elle va retrouver Koshei, et le fameux Koshei, qui accepte d'aller tuer Hellboy à condition qu'elle lui accorde la mort, puisqu'il est le non-mort et qu'il ne peut pas mourir. Ça fait quoi? C'est une cinquantaine d'années, 100 ans, 1000 ans? Plusieurs centaines d'années, ouais. Ah ouais, d'accord, donc au bout d'un moment, t'en as peut-être un petit peu Un marre. petit peu, ouais. Parle-nous un petit peu de ce titre. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un grand adversaire, un des plus gros combats qu'Hellboy a eu à mener, un des plus difficiles aussi. Ouais. Un personnage qui est dur, qui est violent, mais qui sait aussi reconnaître la valeur de ses adversaires, qui a de la profondeur. D'accord. Et pour moi, c'était un vrai plaisir de le retrouver du coup dans un nouveau titre. Et du coup, dans Koshei, la série du coup qui est en 6 issues. Ouais. Ah, c'est un mini-run. Ouais, Ok. un mini-run. L'issue 3 vient juste de sortir. D'accord. La 4 sort au mois d'avril, la 5 le 2 mai. Ouais. J'ai pas encore la date de la 6. Bah non. Et du coup, l'histoire commence par cette bataille qu'on a déjà vue dans l'Appel des Ténèbres contre Hellboy. Mm-hmm. Et on se rend compte que c'est Koshei qui est en train de reparler de cette bataille à Hellboy en enfer dans une auberge. D'accord. Et ils discutent tranquillement l'un et l'autre. Et Koshei va raconter sa vie à Hellboy et comment il est devenu The Deathless, qu'est-ce qui est advenu de son âme, etc. Et c'est vraiment un personnage très attachant, très charismatique, très dur, un grand guerrier, assassin, tueur. Oui, quand t'as été chef de guerre pendant plusieurs centaines d'années, enfin siècles, ouais, c'est ça le mot, tu deviens peut-être un peu plus dur que... Tout à fait. On va demander à oh là là. Oh là là. Eva, non mais moi je marche que en 1-1. Est-ce que toi tu connaissais l'univers de Hellboy avant ça? Non. Enfin, Non. si, un peu. Oui. Enfin, je sais plus. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit? Tout à l'heure t'as dit que t'avais vu les films. J'ai lu le début de la série principale Hellboy et j'ai vu les films. D'accord. Voilà ce que je connais de l'univers Hellboy. Donc tu n'es pas non plus, enfin tu n'es pas comme Sam, enfin tu as un peu je moins ne suis pas d'expérience. comme Sam. D'accord. Encore heureux. Non, je rigole. Et du coup, comment toi comment t'es rentré dans ce monde avec Koshei?
Et bien en fait, assez rapidement, parce que l'histoire m'a accroché tout de suite. En fait, j'ai retrouvé les histoires qu'on nous racontait quand on était petit, puisque c'est fait à la manière d'un conte, D'accord. avec plusieurs histoires dans l'histoire, plusieurs contes qui s'imbriquent les uns dans les autres pour nous raconter l'histoire de ce personnage. D'accord. Et avec effectivement tout le folklore autour, avec la Baba Yaga et tout le folklore slave. Et ça m'a rappelé plein de choses. Et alors que c'est très violent, en fait, finalement, c'est fait comme un conte pour enfants. Et c'est très beau. Donc je rappelle que c'est pas à mettre dans les mains d'enfants. Non, pas Enfin, du oui. tout. Évitez. Rien de ce soir. Si, peut-être. Mais Oui, plus oui. tard. Ah oui. Pas tout de suite. Toi, Nivray, est-ce que toi, t'es familière du Hellboyverse? Eh ben Avant pas ça. du tout. Je suis Non. encore plus nulle qu'Eva, c'est-à-dire que j'ai vu juste les films et D'accord. encore j'en ai pas un grand souvenir D'accord. malheureusement. Et du coup quand j'ai découvert le comics, je savais pas du tout qui était Cochet. Au début j'avais l'impression qu'il ressemblait à Gengis Khan plus qu'autre chose. Et quand je l'ai vu au bar avec Hellboy, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait peut-être une backstory. Ouais. Donc j'ai fait mon petit Wikipédia comme d'habitude et j'ai continué l'histoire et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas en fait besoin de connaître ce qui s'était passé avant, son lien avec Hellboy. L'histoire en elle-même se suffit. Et ce que j'ai pas mal apprécié, c'est que du coup, on a plein de petits passages de la vie de Cochet. C'est assez rapide. C'est là, ça allait bien dans ma vie. Après, ça allait mal. Après, ça allait bien. Après, ça allait mal. Et c'est rapide. Ça se déroule très vite. On le voit rencontrer des personnages importants. On parle du dragon. On parle de Baba Yaga qui là, j'avais pas besoin de connaissances de comics parce qu'en fait, c'est un personnage mythologique très, très connu. Voilà, qui a été repris quasiment tel quel, quoi. Enfin, Oui, voilà, c'est Ouais. ça. C'est la méchante sorcière russe. Et j'ai aussi pas mal aimé la violence du comics qui est un peu brutale parce que toutes ces petites histoires se passent très vite dans les 3 premières issues. On a une scène où il va bien, il est marié avec, je crois que c'est une princesse, je sais plus, Ouais. et 3 cases plus tard, il est découpé dans un bois, laissé pour mort, sauf qu'en fait, il ne peut pas mourir, donc il n'est pas mort. Et c'est ça que j'aimais dans ce comic, c'est des petites histoires comme ça qui s'enchaînent, qui font, comme dit Eva, ça a un petit côté conte, ça se lit tout seul parce que ça c'est 2 gars qui sont dans un bar et qui se racontent leur vie, quoi. Donc D'accord. ça se lit vraiment tout seul. Par contre, j'étais un peu moins emballée par le dessin. Non. Je suis désolée, Sam. Et je pense qu'il y a un truc de cause à effet, c'est que juste avant, je lisais Ballistic, dont on parlera après, qui est un comic qui est hyper chargé en couleurs, en violence, en images fortes, plein de détails de partout, plein de choses. Et quand on passe à Cochet de Deathless, c'est plus soft, c'est plus doux, c'est beaucoup moins de détails, c'est pas aussi, on va dire, pas réaliste, mais c'est moins proche de la réalité sur les visages des personnages. On est en enfer, certes, avec un mec Hellboy que tu croiseras pas dans la rue, mais c'est pas le même genre de dessin et ça m'accroche un peu moins ce genre de dessin. D'accord, c'est un genre, un type d'horreur, enfin d'horreur, de gore peut-être un peu différent. Peut-être même pas de gore, horreur, on va dire. Ouais. C'est très doux, en fait. D'où, ouais. Eva sur ça? Oui, je pense pas qu'on puisse dire que c'est du gore. Moi, ça m'a beaucoup plu dès la première case. C'est typiquement le genre de dessin que j'aime bien. D'accord. Et ça justement, le nombre de détails qu'il faut, et c'est suffisant par rapport à Ballistic. On va parler de l'illustration. Tu viens de l'évoquer, Nivray. Toi, Sam, vu que t'es mignola sexuel, est-ce que tu peux nous parler de façon objective de l'illustration? Absolument, c'est magnifique. Ok, on va passer à la suite. Non. L'illustration, moi j'aime beaucoup. C'est un mélange de traits, d'aplats. Je trouve qu'il y a du détail. Au contraire, après, pas toujours autant et certainement pas autant que dans Ballistic. Ouais. Mais c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. C'est Ben Steinbeck, D'accord. qui est un régulier du Mignolaverse, qui a dessiné tout le run de Lord Baltimore. Ah oui, on en avait parlé ici. Ouais, du premier arc de Witchfinder et de Frankenstein Underground. D'accord. Voilà. Il a un petit CV. Oui, ouais. Je voulais parler aussi du coup un peu plus de l'Appel des Ténèbres, puisque en parallèle de toute l'histoire d'Hellboy et de ses sorcières, arrive Gruagash, un porc qu'Hellboy a affronté par le passé, qui a sa revanche à prendre contre Hellboy, et qui vient voir les sorcières pour leur proposer de ranimer la reine rouge, une sorcière sanglante. Donc c'est pas celle de Marvel, hein? Non. Ok.
C'est une sorcière qui a été trahie par ses sœurs, découpée en morceaux, enfermée dans une boîte, enfouie dans un puits, C'était scellée. jalouse, quoi. Ouais, elle était vraiment horrible. Et du coup, il propose de la ressusciter. Et cette sorcière, c'est Nimue. Et c'est le personnage qu'ils ont décidé de faire incarner par Mila Jovovich dans le prochain film de Hellboy, le reboot qui revient. Est-ce que vous croyez qu'ils vont lui donner un accent slave? À Nimue ? Oui. Non, parce qu'elle n'est pas slave. Non, c'est un truc rigolo qu'elle reprenne un truc genre Lilou Dallas Multipasseur. Ah. Bref, donc c'est chez Dark Horse, bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude des titres de Mignola. Ça a commencé à la fin de l'année dernière et donc on en est à la moitié du run. Tu veux ajouter quelque chose, Sam? Ouais, je voulais dire que par rapport à la mythologie de Koschei, qui est du coup une mythologie slave, qui est repris dans plein de contes slaves, russes, etc., qui est toujours présenté comme l'adversaire, le méchant, celui qui va enlever les princesses, etc. Mignola s'est amusé avec ces différents contes à nous raconter le penchant inverse, la version plus édulcorée. On nous montre pourquoi parfois il est méchant ou pourquoi il a eu cette réputation de grand méchant alors qu'il n'est pas toujours la cause de ce qui se passe. Ouais. D'accord, de toute façon, on vous met les informations sur la page de l'épisode et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà fan de Mignola ou si comme nous, enfin en tout cas une majorité des gens sur la table, vous ne connaissiez pas forcément et que vous avez été un peu curieux et que peut-être que ça vous donnera envie de lire autre chose de ce Mimi Gnognolala. Deuxième titre cette semaine, il s'agit de Ballistic, un titre qui est sorti d'abord chez Black Mask Studios. C'est l'éditeur qui a fait We Have to Go Home, non, We Can Never Go. Merci beaucoup Adrien d'avoir corrigé. En 2013 et qui vient de sortir chez Glénat en 2018 et c'est Tony Gray qui l'a choisi. Exactement. Je l'ai choisi à la couverture. J'ai fait une Grégo. Ouais. J'étais à la Fnac. J'ai vu la couverture. J'ai fait ça a l'air trop cool. Il y a un flingue avec des dents, avec des yeux. Et je l'ai pris et je l'ai ouvert. Il y avait une scène trop violente. J'ai fait c'est génial, j'embarque. C'est pour toi. Voilà, c'est pour moi. La violence, des trucs sales. C'est un comics d'un mec complètement inconnu qui s'appelle Adam Egypt Mortimer. On peut pas faire plus original comme prénom et comme nom de famille. Il est réalisateur de films d'horreur. D'accord. Donc c'est pas du tout un mec du comics. Et avec lui, on a Mr. Robert... je vais dire Mr. Derek Robertson, qui lui a bossé sur Transmétropolitan, sur The Boys et sur les dernières versions de Conan. D'accord. Donc il y a un mec qui a un peu plus de bagage dans le comics. Gros titre. Gros titre, il sait ce qu'il fait. Sur la version française, je sais pas, j'ai pas regardé en anglais, on a une jolie préface de Grant Morrison. Et on a aussi un petit bonus d'une carte de la ville, puisque ce comics se déroule à Repos City. C'est l'histoire d'un réparateur de climatisation de l'entreprise Ballistic, parce que ça n'a rien à voir avec les armes, bien sûr, qui s'appelle Butch, et qui a un peu marre de sa carrière de réparateur de climatisation, et qui veut devenir un malfrat. Le tout aidé par son arme, qui est le fameux gun qu'on voit sur la couverture, qui s'appelle Bang Bang, qui est un pistolet vivant. D'accord. Et tout est vivant dans ce monde. C'est-à-dire qu'on est dans une ville entière où les maisons sont vivantes, où ta voiture est vivante, tout ce que tu croises est vivant. C'est-à-dire que lui, quand il répare les climatisations, il va dans les maisons, il met la main dans le mur et puis il te sort un œil en disant « Oui, il y avait un problème sur l'œil de la climatisation. » Oh mon Dieu, ok. Donc c'est un univers très particulier. Du coup, quand tu marches sur le sol, est-ce que tu blesses des gens? Ça se trouve, tu peux te faire manger par un passage piéton. Ok, tout va bien. C'est bien ce que je pensais. Alors, l'histoire. Donc voilà, donc l'histoire, c'est qu'on a ce Butch qui a décidé de devenir un malfrat et il va mettre à mal l'opération d'un gang, parce qu'il y a plein de gangs dans cette ville. Il va foutre la merde complètement et il va se retrouver dans des affrontements de gangs. Dans les premières issues, c'est vraiment le bordel, puisque tu comprends pas trop on va arriver. Il a des amis très étranges qui se droguent avec des drogues bizarres, avec des petits animaux, des lapins très étranges. C'est vraiment le bordel sur les premières issues. C'est plein de violence partout, plein de combats. Et tu te dis, mais où est-ce que ça va? C'est dingue. Donc moi, j'ai lu jusqu'au bout, donc ça va quelque part. Et ça va quelque part qui me plaît grandement. C'est très, très cool. Et c'est même inattendu, je dirais, dans son reveal et dans son histoire. Et c'est aussi surtout l'univers qui m'a emballé à fond. C'est donc cette ville organique où il se passe plein de choses sur toutes les images. Tu as des petits détails qui font que c'est vivant, vraiment vivant.
Et il y a des notes sur chacune de ces pages où l'auteur a précisé des détails sur le fonctionnement d'armes, sur des scènes, sur des personnages. On a des personnages qui ont leur carte de perso, qui leur expliquent vraiment, lui c'est le boss, lui c'est le super boss, lui c'est le boss final. Donc vraiment avec plein de détails, plein d'infos. Le seul reproche que je ferais à l'édition française du comics, c'est que ces notes ont été mises donc à la fin du comics. On écrit par exemple, ça c'est l'information pour la page 20 à la case temps, et ton comics n'est pas numéroté. Donc tu ne retrouves pas à quoi correspond la note, sauf si tu te fais chier à compter les pages une par une. Ok, c'est bizarre. Et Sam par rapport à ce que tu es en train de dire, là, toutes ces notes de fin de page sont à la fin de l'album dans la version française, alors que dans la version des issues en anglais, en américain, elles étaient à la fin de chaque issue, ce qui permettait d'avoir les informations au fur et à mesure. Alors que là, moi, j'ai lu l'album entier et je découvert toutes ces infos qui sont chouettes, qui apportent vraiment de la crédibilité aux comics, à l'histoire et à son univers, qui nous informe de beaucoup de choses. J'étais vraiment déçu de les découvrir qu'à la fin. Oui, bah du coup ça change un peu la narration. Enfin, si des éléments au moment quand tu parcours le truc, c'est un peu dommage. Ouais, et on sent que ce comics est écrit pour. Il fonctionne très bien, à mon avis, en issue. Il y a des grosses étapes. Je pense que ça aurait été pas mal justement de faire des petites coupures qui auraient aidé à la narration. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, ton avis sur le comics ? Alors, moi, cette ville déjà, elle est dingue, qui ressemble plus à un désastre écologique cyberpunk qu'à un paradis sur Terre. C'est foisonnant, les cases, elles sont détaillées mais remplies. C'est crade, c'est sale, c'est glauque, mais ça marche super bien avec l'univers. Moi, ça m'a fait énormément penser à du Cronenberg des années 90, à du Existence, à du Vidéodrome. Un côté très gore plastique de cette époque-là, quoi. D'accord. Et j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. Autant dans le dessin. Et si les auditeurs vont regarder les images sur Google avant de l'acheter, ça rend pas du tout pareil sur papier. C'est déjà mieux sur papier, et puis à force de le lire, on rentre vraiment dedans et on se rend compte que ça va avec l'univers et que ça fonctionne bien. Et au niveau de l'histoire, à un moment, j'ai failli décrocher. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et arrivé vers la fin, en fait, c'est devenu vraiment bien et j'ai kiffé. Je me suis enfin attaché au personnage et tout ça. C'est devenu vraiment cool et du coup, je l'ai relu. Et j'ai vraiment, du coup, en m'étant attaché au personnage, en connaissant l'histoire, j'ai vraiment adoré le relire. D'accord, donc c'est un comics qui prend son intérêt, non seulement, j'insiste là-dessus, sur les notes, mais ça prend aussi son intérêt sur la relecture, et donc c'est une reread value, tout à fait. On peut appeler ça comme ça. Ouais, je sais plus si on l'a dit, mais c'est un comics en 5 issues. D'accord. Du coup, qui est terminé. Court. Ouais, c'est court, et du coup, on a l'intégralité de l'histoire. Voilà, donc en anglais, vous le trouvez individuellement, mais en français, en volume complet. Et toi, Eva, est-ce que ce genre d'univers où le monde a l'air d'être vivant et où les flingues parlent, c'est le genre de trucs qui te bottent ? Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas eu l'occasion d'aller jusqu'aux notes à la fin du livre. Je ne les ai pas vues. Et quand je l'ai lu, en fait, comme sur la version française chez Glénat, c'est pas séparé en issues. J'ai dû à peu près juger par moi-même à quel moment on arrivait à la troisième issue, à la fin de la troisième issue, pour me dire c'est bon, j'ai fait mon travail, je peux arrêter. Bon, j'ai peut-être évalué des issues très très courtes, je ne sais pas, mais je crois qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que c'est extrêmement dégueulasse. Alors j'ai noté quelques petits exemples, juste pour que les gens sachent dans quoi ils mettent les pieds. Les Français doivent savoir. Voilà, exactement. Voilà. Donc, première petite chose, on a une scène au tout début de Porno Lapin, par exemple. Voilà. Effectivement, c'est très drôle, mais c'est très crade. On a une scène assez dégueulasse où Bang Bang, le flingue de Butch, se drogue au sein d'une nana. Normal. Voilà. On rappelle qu'il a des dents, donc en plus. Voilà. Et le troisième petit moment sympa que j'ai noté, c'est une jeune femme qui dit qu'elle a très envie d'avoir un chien. Et on l'imagine aller chercher son petit chien qu'elle veut avoir comme petit animal de compagnie, tout mignon, bien sûr. Et donc, en fait, elle explique que ça lui prendra que 3 semaines de gestation.
normal. Normal. Oui, elle rajoute d'ailleurs que pour ça, on lui paiera la réparation de son utérus, du coup ça vaut le coup. C'est ça. Mon Dieu. Réparation est offerte. Oui, voilà. À ce moment-là. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Le reste de l'histoire, il y a quand même toute une partie où il faut carrément être sous acide pour suivre ce qui se passe. Alors, visiblement, il y a quand même... je pense qu'il y a un creux dans l'histoire. Il y a un moment où il se passe pas grand-chose. On voit l'univers. ça reste plus calme, voit... ouais. Il y a surtout des manques de liens parfois entre Ouais. certaines parties qui font que tu dis là j'ai peut-être pris de l'acide mais un peu trop parce que j'ai pas compris le passage d'une case à une C'est autre. ça. arrive, Overdose. Après, il y a des choses qui sont intéressantes sur le fait que cette arme, elle ait une conscience, et donc forcément, ça fait réfléchir au port des armes et à l'usage qu'on en fait. Évidemment, c'est le truc le plus... un des trucs les plus présents dans le livre. Et aussi, il y a c'est une ode aux gangsters parce qu'il parle de Dillinger tout le temps. Il y a des références aux gangsters, à la mafia, et il les cite. Et vraiment, c'est hyper récurrent dans le livre, donc ça, c'est assez sympa. Donc en fait, le protagoniste, il veut juste être le meilleur. Enfin, il prend référence sur les gangsters historiques pour faire ce qu'il fait, c'est ça? Il veut devenir ça en fait. Il veut, ouais. Et son rêve, c'est de devenir le plus grand gangster de tous les temps. Et après, moi, ce qui en plus n'a pas aidé, c'est que je suis complètement hermétique au dessin. J'ai eu retour dans les années 90, les coupes de cheveux et tout, c'est juste pas possible. C'est douloureux pour moi à regarder. D'accord, ça t'a fait physiquement mal. C'est ça. Sam, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Butch, c'est a priori un gros loser. On nous dit quand même qu'il est très ingénieux, qu'il sait construire et réparer des choses vraiment folles, puisque du coup tout est mélangé, technologie, plastique, métal, clonage, mélange de génétique modifiée, tout ça. T'as des bagnoles qui ont des ailes qui sont par modification génétique, etc. Et du coup ce flingue, c'est quand même un flingue qui a des yeux, on voit un bout de cerveau, il a des tentacules qui s'enroulent autour du bras et qui se connectent avec ce loser de Butch. Qu'est-ce qu'on fait avec des Fitbit et des Apple Watch, machin? Pourquoi on se chope pas juste des flingues qui se connectent à notre système nerveux? Et je voulais rajouter, moi, que c'est surtout le flingue, c'est Bang Bang que j'ai apprécié dans cette histoire, qui est très charismatique, qui est drôle, il est vraiment putain de drôle, il a des punchlines de ouf, je vous en ai sorti quelques-unes. Tes mots sont des pics à glace dans mes yeux. J'ai la tête en vrac et t'es là debout dans une banque à brailler des citations de Dillinger comme si c'était le karaoké du braqueur. Il balance des « Je suis la trique de Dieu tout-puissant ». Ok. Et frag petite salope. Et sa phrase préférée, son mot préféré quand il tue, c'est Holocauste. Il gueule quand même Holocauste comme ça. En permanence dès qu'il y tire. Et juste pour rajouter quand même un moment qui est très drôle, c'est que le moment où Butch décide de devenir vraiment un gangster, il prend ses couilles, il y va quoi, il va braquer une banque. Et le problème, c'est qu'il fait ça le lendemain d'une grosse soirée où ils se sont drogués et où le flingue est complètement drogué, et il est trop mal et il tire pas, il vomit et c'est juste la merde. Littéralement. C'est donc un comics qui vient de paraître. Tu sais s'il vient de paraître genre en mars ou c'était il a paru en février. En février, donc le mois 14 février précisément pour la Saint-Valentin, voilà, un pour bon la cadeau. sortie de Black Panther. Donc chez Glénat, illustré par Derek Robertson, écrit par Adam Egypt Mortimer. Voilà, vous retrouvez soit en anglais en plusieurs volumes ou en français en un seul tome. Troisième titre de cette semaine, il s'agit de Eugenic, chez Boom Studios. C'est toi, Eva, qui l'a choisi. Oui. Là, on reste dans la science-fiction. Enfin, je te laisse raconter. Ouais, on peut dire que c'est de la science-fiction, tout à fait. C'est une mini-série en 3 issues, donc qui vient de se terminer chez Boom Studio. Au scénario, on a James Tynion Ford qui a donc participé tout récemment, qui participe à Batman Metal. Ouais. Et au dessin, Eric Donovan, qui fait quelques trucs chez Boom, Power Rangers, des trucs divers et variés, voilà. Mais aussi et surtout Constantine. D'accord. Donc, dans cette série, Eugénique, on est en 2022, donc d'ici 4 ans, ça vous donne une idée de... et une terrible épidémie s'est abattue sur le monde. Il y a eu des millions de morts, et les gens qui ne sont pas morts sont devenus stériles.
en 2035, un scientifique dit avoir trouvé un remède contre cette épidémie. Et ce scientifique qui travaille pour un gros labo réussit à faire commercialiser le vaccin qui pourrait sauver tous ces gens. D'accord. Donc le vaccin est diffusé en masse dans le monde. Et ce scientifique devient un peu le porte-parole de ce gros labo, donc qui s'appelle Cyrus Crane. Quelques temps plus tard, donc les gens vont mieux, les femmes peuvent à nouveau avoir des enfants, et il y a la première vague de bébés post-vaccin qui arrive. Et il s'avère que ces bébés sont un petit peu étranges. Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Picasso. C'est exactement ça. C'est tout Guernica sur un visage. C'est-à-dire que vous pouvez prendre absolument les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et les placer un peu où vous voulez. Voilà, c'est aléatoire. D'accord. Et c'est le... Donc, non, n'allons pas là tout de suite. Et donc, le labo organise une grosse conférence puisqu'il est accusé forcément suite à ce vaccin, enfin, il est mis en cause. Et le labo organise une grosse conférence pour dire non, on a fait des tests, on a tout vérifié, c'est pas nous. Voilà. D'accord, ouais. Sauf que Cyrus Crane, donc le scientifique à l'origine de ce vaccin, est présent et en fait il ferme les portes et il dit bon allez, ok, je balance, c'est moi les gars, j'ai fait exprès parce que je considère que pour sauver le monde qui part un peu en couille, il faut que les êtres humains ne soient plus à se juger, à regarder leurs différences et voilà, donc j'ai fait en sorte que tout le monde ne ressemble à rien, clairement. Hein, voilà. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Et puis, pour que tous les scientifiques qui sont dans la salle ne décident pas de contrer ce vaccin et de faire quelque chose, ils butent tout le monde. Ah voilà, on appelle ça, dans un autre podcast, on appellerait ça des noces pourpres. Et donc, c'est le pitch de base. Et après, la série va continuer des années plus tard. D'accord. Voilà, et on va voir ce qui s'est passé après. Alors, en termes de dégueulasserie, c'est pas mal non plus. Ouais. C'est vrai que les deux, je sais pas laquelle a failli me faire gerber en lisant. C'est plus sale mignon. C'est plus salmi. C'est vrai que ça, c'est moins. Les petits bébés moches sont attendrissants. Ils sont moches chelous, mais chelous mignons. Que des oxymores dans tout ce que tu viens de dire, c'est horrible. Et alors, donc en fait, cette série, elle fait partie d'un triptyque. Il y a eu 2 autres séries de 3 issues avant. Une qui s'appelle Mémétique et une qui s'appelle Cognétique. Alors, il y en avait une qui était sur... c'était des images... Je les ai pas lues, hein, donc de ce que j'ai compris, des images qui étaient projetées et qui rendaient les gens qui les regardaient, qui rendaient les gens violents. Très, très violents. Okay. Et Cognétique, la seconde, c'était un psychique qui pouvait diriger les gens et leur faire faire ce qu'ils voulaient, en fait. Et... En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les 3, ça fait un peu penser à Black Mirror dans l'idée de ce qu'ils ont voulu faire avec les dérives de la science. Voilà. Et c'est un peu ce principe-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça parle et de notre passé et de notre futur, évidemment, parce que donc c'est l'eugénisme, donc ça fait référence au nazisme, à la Seconde Guerre mondiale, voilà, et ça fait aujourd'hui aussi référence aux suprémacistes blancs. Ça fait aussi référence à ce qu'on imagine du futur, enfin ce qui est déjà un peu en route, mais au choix par rapport aux bébés qu'on voudrait avoir, de choisir la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux et tout ça. Donc ça interroge tout ça. Moi j'ai trouvé ça passionnant. Alors après c'est très court, donc ça va pas non plus très loin dans la réflexion, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Nivra et toi, qui aime le dégueu, hein. Là t'es servi sur un plateau, mais voilà, est-ce que ce genre d'histoire aussi te permet d'essayer d'autres choses ou... Non, juste pour les auditeurs, t'as fait beaucoup la grimace dans tout ce que je viens de dire. Ouais, non, mais parce que tu tournes dans le vide un peu, mais c'est pas grave. Non, j'ai énormément aimé. Alors d'une part, c'est court et j'aime de plus en plus les comics qui ont une fin.
je le répète. Là, c'est vrai que c'est 3 issues, donc c'est compliqué d'en parler sans spoiler parce que chaque issue est vraiment unique. En gros, c'est un temps 1 plus 200 ans, plus 200 ans. Donc, c'est vraiment des histoires différentes à chaque fois, mais qui sont tous liés par cette action du Dr. Crane qui a créé ces Newmans, d'ailleurs. Je crois qu'ils appellent ça des Newmans. Ouais. Donc, c'est des gens qui ne sont plus c'est plus des humains normaux. Tu veux dire que ce sont des inhumains? Non, pas vraiment. Non, c'est des Newmans. Non, c'est moi et banni maintenant. Non, et j'ai pas de cheveux. J'ai beaucoup aimé ce personnage justement du Dr. Crane qui a son idée, sa vision de paix et de espèce de conformité où c'est bon, maintenant vous êtes tous pareil moches. Ouais. Et donc du coup tout va bien se passer, on va créer une société parfaite et on le voit dans la 2e et 3e issue que ça se passe pas forcément comme lui l'avait imaginé. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est que c'est pas genre juste un comics où on s'amusait à foutre de la SF et on a fait un truc trop chelou avec des gens chelous, c'est que c'est aussi un comics qui est, que j'ai trouvé intelligent. C'est presque crédible, on va dire, et c'est bien fait, c'est bien déroulé, et malgré son côté court, puisque c'est 3 fois une histoire en fait. Ouais. Non. 1 fois 3 histoires, je ne sais pas dans quel sens. Mais du coup, c'est vachement intéressant. Chaque morceau de l'histoire, en tout cas, est bien fait. Certes, peu développé parce qu'il n'a pas tant de pages que ça pour raconter son truc, mais c'est vachement bien fait. D'accord. Et en plus de ça, c'est plutôt pas mal dessiné. Et quand même, enfin, juste, alors on va parler dans un. J'ai pas les mêmes goûts que ça, mon dessin. Juste, pas du tout. on parlait de Koshei où c'était relativement soft dans la parlotte. Là, dans la première issue, il y a limite que du texte en fait. C'est en fait il pose vraiment l'univers pendant un long moment et c'est vrai qu'au début ça peut être un peu déconcertant parce qu'il y a beaucoup de détails, mais en fait tous les détails sont importants donc il faut s'accrocher quand même un petit peu. Et en même temps, c'est quand même très facile à lire. Oui, c'est pas complexe dans le. Je pense que et surtout ça montre que le mec parle beaucoup. Enfin, le mec il a un ego de ouf et du coup il y a ça aussi. Sam, toi ton avis sur l'eugénisme sur l'eugénisme dans ce comics? Bien sûr. Je suis mitigé. Alors pourquoi on a du coup une série qui est vraiment en 3 parties mais très très distinctes. Ouais. J'ai lu la première partie, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on nous proposait, le monde qui va mal, qui vient de survivre à une pandémie, mais le scientifique qui a sauvé la planète finalement impose sa vision au monde. Au moment du coup où il fait mourir tout le monde à la fin, il y a un homme qui vient le voir, un homme noir, et qui lui dit, je sais plus exactement. Il dit, maintenant il y aura plus de. Non, en fait, le docteur lui dit, mais tu devrais être content. Maintenant il y aura plus de racisme parce qu'il y aura plus de noirs. Et il y aura plus de racisme. Et lui lui répond, mais en fait il y aura plus ma race, quoi. Tu m'as annihilé, quoi. Ouais. Et c'est tout ce côté-là qu'il oublie. Il est vraiment complexe comme personnage. C'est un personnage du coup qu'on sait dès le début homosexuel. On le voit avec son mari. Et a priori ils ont quand même une belle vie, ils ont l'air d'être heureux, ils ont l'air d'avoir eu un beau mariage puisqu'on voit les vidéos et tout ça. Et l'une des choses qu'il dit aussi, c'est qu'il y aura plus, donc ce qu'il veut plus, c'est qu'il y ait plus de ressemblance entre les hommes, parce que c'est les ressemblances qui nous fait nous regrouper ensemble contre les autres. Ouais. Et parmi les choses qu'il cite, il y a l'homosexualité, il y a les races et tout ça. Je trouve il est bizarre. Il est clairement bizarre, il va jusqu'à tuer tous ses collaborateurs pour que son plan fonctionne. Et il est très malsain. Ah ouais, franchement. Mais en fait, dans un comics, un personnage comme ça est intéressant. On est presque triste qu'il meure aussitôt parce que ça aurait pu faire un grand méchant. Mais dans l'histoire, ça marche très bien. La deuxième partie est très intéressante aussi. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la 3e que j'ai trouvée très longue, en fait, j'aurais préféré qu'il raconte l'histoire autrement. Alors, j'ai pas envie de spoiler parce que du coup, il y a que 3. Oui, voilà, c'est très très court. J'ai trouvé un peu en dessous aussi la 3e. Ouais, j'aurais préféré qu'il lie les 2 histoires, qu'il trouve un moyen de lier les 2 histoires, parce que la 2e, elle est énormément basée sur l'action. La 3e sur la parlotte, c'est long, à la fin, je survolais un peu, j'ai eu un peu de mal à finir. Le concept de base est chouette, l'univers est chouette. Je me suis un peu ennuyé sur la fin. D'accord. Les dessins sont très inégaux. Il y a des moments qui sont très cool. Les monstres sont très bien dessinés. Les personnages... Pas des monstres, c'est des bébés. Pardon. Pas toujours.
Ils grandissent après. Et puis ils deviennent monstrueux. Enfin, il y a quand même une espèce d'apartheid horrible. Je trouve un peu ségrégation. Pardon. Et par contre, ouais, les personnages humains sont parfois mal dessinés. Là, j'ai une case que je peux vous montrer, que je peux pas montrer aux auditeurs, mais à un moment, on a un 3/4 d'eau avec un œil qui est collé à l'oreille. On sait pas ce que ça fout là. Je suis pas. Ouais, j'ai pas trop aimé le dessin. Il m'a pas plu. De l'autre côté, toi, Eva. Moi, j'ai adoré les bébés, justement. Je les trouve géniaux, vraiment. Ouais. Et ils sont tous... il a des super idées pour les faire tous différents et tous dégueulasses. Et j'ai accroché avec ça dès le départ. Et du coup, c'était ce qui m'emportait dans l'histoire, en fait. Enfin, dans le dessin. Ouais, quand on voit le premier bébé. Le premier, il est génial. Le moment de la naissance, il est excellent, là, avec la tête du père. Et c'est juste génial. Avec la mère qui est encore sur le lit, qui demande mais qu'est-ce qu'il y a en voyant le père et le médecin qui sont affolés et qui se demandent. Là, on est complètement dans un truc fou. On est dans un monde on est en 2037 à ce moment-là. Il y a des robots qui assistent les médecins et tout ça. T'es dans un futur, tu te dis comment ils ont pu passer. Comment ça a pu passer aux échographies sans que, voilà. Au fait, t'as une mâchoire dans la tête de ta tête. Laissez-moi vous dire juste que ça va faire mal. Mais c'est... Je suis désolé. Nivrae, toi, en termes d'illustration, qu'est-ce que tu en as pensé ? En fait, moi, sur l'illustration, ce qui m'a surtout plu, c'est, comme le dit Eva, c'est ces bébés, ces personnages et ces monstres enfin, ces monstres. C'est méchant de dire monstres. Ouais, c'est Newmans que tu vois tout le long. Et c'est vrai qu'en fait, là, maintenant que j'y repense, je pense pas forcément au décor et tout ce qu'il y a derrière. Je me suis vraiment focalisée sur les personnages qui sont au cœur de l'histoire. Et c'est eux que j'ai en tête et j'ai adoré cette manière de les représenter. Ils ont pas la même couleur que les autres, ils ont pas la même taille, ils ont tous des formes hyper différentes. T'en as pas un seul qui ressemble à un autre. Enfin, tu dirais de loin qu'ils se ressemblent tous, mais en fait, non, vraiment pas. Ils sont rosâtres. Ils sont rose-violet. Grumeleux. Ouais, c'est vraiment c'est ça qui m'a marqué dans le dessin, qui fait que j'ai aimé les dessins. Mais c'est vrai que je pourrais pas te dire s'il y a des beaux paysages et si le fond c'est vrai que maintenant tu me fais penser aussi. Mais voilà. Mais je sais que sur ça m'a plu parce que j'ai accroché. C'est limite, j'avais envie de. Quand j'ai vu le premier bébé, j'ai fait j'en veux d'autres des comme ça. Montre-moi en d'autres. Et surtout, moi la couverture est du 1 en tout cas, elle est relativement sobre. Et quand on t'a posé le problème de il y a plus de naissance et vite ça fait 5 ans qu'il n'y a pas une seule naissance et enfin en avoir une, tu dis ok, le bébé qui va naître il va être un peu différent des autres, mais tu sais pas du tout comment quoi. Et là tu vois la révélation, tu fais ok, et après tu vois toutes les autres naissances, tu fais ok. mais je crois qu'en fait moi j'ai eu une variante cover avec le bébé directement. Donc tu savais déjà. Je l'avais vu, ouais. Donc c'est vrai que le choc a bien marché sur moi. Tu parlais des covers, les 3 covers sont magnifiques. Elles sont géniales. Elles sont super classe. Ouais, beaucoup de. Et je crois qu'elles sont à moitié réutilisées enfin pas réutilisées, mais il y a les mêmes inspirations sur les autres séries du triptyque. Ouais. Alors du coup, question bête, mais est-ce que vous êtes curieux du coup des 2 précédents ? Complètement. Eva, Nivrae ? Ouais. Et toi, Sam ? Pourquoi pas ? Un peu moins. Il faut toujours vérifier, mais ouais, pourquoi pas. C'était donc le comics Eugénique chez Boom Studios. Ça a commencé en octobre 2007. Nous avons parlé uniquement des 3 premiers. J'imagine qu'on est un tout petit peu plus loin vu le temps. Et non. Non, 3 issues. Oui, c'est vrai, effectivement, on vient de le dire. Qu'est-ce que veut dire les informations, comme d'habitude, sur le Twitter de Comics Podcast ainsi que sur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'apprête à appuyer sur le bouton du son. C'est Adrien. Et dans le Bouya Comics Club pour en discuter. Si ce que nous vous avons recommandé vous a plu, ou au contraire, si vous vous dites que c'est un peu très bien. Voilà. Et juste. Non, parce qu'il y a une quote qui m'a fait rire pendant genre un quart d'heure. C'est dans le millionnaire truc là, dans Koshei. Ouais. C'est à un moment, ils vont voir un dragon. Ils lui disent ouais, pour continuer ton aventure, c'est par ici. Et les personnes se demandent comment est-ce que cette personne est un dragon. Et en fait, c'est un serpent. Et comment cette personne parle. Et le serpent dit non, mais en fait, quelqu'un m'a dit d'aller là-bas et je suis resté trop longtemps et je suis devenu un dragon. Salut, bonne chance. Ça m'a trop fait rire. C'est balancé en une case. C'est très très drôle. Tout ça pour dire qu'on se retrouve dans un instant pour parler d'une souris noire avec des oreilles noires et rondes et des gants blancs et qui parle avec une voix super chelou. C'est Mickey. À tout de suite.
Dans Tech2, Franck et moi examinons la technologie aussi bien dans le cadre du travail que dans celui des loisirs et de la vie courante, de Microsoft Word jusqu'à Netflix. À chaque numéro, on vous propose donc un gros dossier thématique. Et si on va vous parler d'actualité avec Yann, on le fait avec un twist particulier. Parce que des podcasts qui en parlent de long en large, non seulement ça ne manque pas, mais c'est aussi tout simplement pas notre but. Pour nous, l'actu, c'est une rubrique hybride. On vous parle des news qui résonnent avec notre façon d'utiliser la technologie, mais aussi des objets et des applications qu'on vient de commencer à utiliser et qui méritent d'être évoqués. Tech2, c'est un lundi sur 2 sur Radio Kawa. De retour dans ce 94e épisode de Comics Outcast et on va maintenant parler de bande dessinée Mickey Mouse. Pas besoin de le présenter, on le connaît comme personnage de dessin animé, mais la petite vermine est apparue très tôt après sa création dans les comics et cette semaine, le professeur Larousberg nous en détaille un peu plus son histoire. Professeur Larousberg, bonsoir. Le nuancier du connoisseur, 19 mars 2118. Ce soir, chers auditeurs, je vous invite à nouveau à un somptueux bond dans le passé, à la découverte des œuvres qui ont forgé le XXe siècle. Mais une fois n'est pas coutume, je vous propose de prendre un instant pour évoquer une œuvre méconnue, un phénomène de niche que peu d'historiens maîtrisent de nos jours, Mickey Mouse. Derrière ce nom qui ne vous dit peut-être rien, se cache en réalité un personnage de fiction. Et pas des moindres, car il est peut-être à l'origine même de la notion moderne du grand divertissement. Je vais vous parler d'un temps où Disney n'avait pas encore racheté les États-Unis. Rappelons-le, alors troisième puissance mondiale, derrière la Russie et la Néo-Corée. Je vais vous parler d'un temps où elle n'avait pas encore breveté le concept même du plaisir, d'un temps où les spectateurs se détournaient des salles obscures à cause du choix, somme toute trop large, de studios de production. Rappelons qu'avant la grande fusion, Disney avait créé une fortune colossale grâce à un cinéma de genre aussi phénoménal qu'éphémère, l'adaptation, tenez-vous bien, de bandes dessinées de super-héros en film. Quelle drôle d'idée. Mais nous devons encore remonter le temps et nous rendre en 1919 pour rencontrer un chat du nom de Master Tom. Master Tom était en réalité le prototype d'un personnage bien connu qui changera le cours de l'histoire, Félix le chat. Félix venait tout juste d'être créé et il était déjà prêt à se battre contre un autre chat animé en service depuis 3 ans, Crazy Cat. Fallait-il un 3e chat de gouttière dans cette bagarre ? Bien sûr. Et c'est un certain Walt Disney qui lui donne vie dans une de ses premières productions, Alice's Comedies, une série mélangeant images live d'une petite fille et des personnages animés. Ce petit chat, du nom de Julius, taquin et anthropomorphique, était dessiné et animé par Walt Disney de 1922 à 1927. Mais au moment de prendre sa retraite, Julius sera remplacé par un autre animal, Oswald le lapin. Oswald était un personnage de commande créé pour Charles Mintz des studios Universal. Oh, le succès fut au rendez-vous et Walt Disney en profita pour employer une 20aine de personnes. Mais le personnage appartenait bel et bien à Universal. Et là, patatras, Universal plante un couteau dans le dos de Walt et laisse Disney avec ses rêves brisés, quelques fidèles et son animateur en chef, Ub Iwerks. Bien décidé à ne pas en rester là, Disney demanda à Ub de réfléchir à un nouveau personnage qui ne soit ni un chat, ni un lapin.
Up Crayon à tout va et de ses croquis, Walt retiendra une souris qui deviendra, et vous me voyez venir, Mortimer. Un prénom que la femme de Walt n'aimait pas trop. Alors, elle a suggéré Mikey. Mais avant de voir Mickey dans un comics, il faudra attendre plusieurs années et la création d'autres personnages mythiques pour voir un premier comic strip, un enchaînement de quelques cases mettant en scène notre ami aux oreilles rondes. C'est la King Features Syndicate qui approcha Disney avec cette idée, et pour commencer, c'est Disney lui-même qui scriptait et Hub qui était au dessin. Après le départ d'iWorks, c'est le petit nouveau Gottfredson qui reprendra la main et qui déterminera dans les grandes lignes et pendant 45 ans la façon dont la souris allait se comporter sur une planche. Gottfredson fera son entrée au Comic Book Hall of Fame en 2006. Et oui, ça remonte. La suite est étonnante, des comic books, des courts-métrages, des longs-métrages, des très très longs-métrages, et des moments épiques comme Mickey sur un bateau, Mickey dans un avion, ou encore Mickey fait le ménage. Le reste appartient à l'histoire pour la Disney Company. Si je vous dis Frozen 6 ou encore Elsa Returns, il va neiger dans les Caraïbes, vous me dites film mythique, texte fondateur et analyse critique de la politique environnementale de Bobby Trump Jr. Rappelons que c'est dans ce film que nous entendrons pour la première fois la reprise de Let It Go en version reggae, qui deviendra, vous le savez, l'hymne national de la Nouvelle-Jamaïque. Nous pourrions évidemment diviser des heures sur les conséquences de la création de ce chat, de ce lapin, puis de cette souris. Mais le nuancier touche à sa fin et doit se refermer. Mais nous nous retrouvons demain soir pour un nouveau numéro consacré cette fois-ci à Touche pas mon poste, la bande dessinée, œuvre majeure du XXIe siècle et fondatrice s'il en est. Le nuancier du connoisseur, professeur Larousberg, Radio Kawa, bonsoir. Donc Sam, c'est toi qui avais proposé ce sujet à la base. Ouais. T'as une affinité avec Mickey, Disney, tout ça, ou comment ça se passe? En fait, moi j'ai découvert cette collection avec le Mickey qui a été réalisé par Loisel. Régis Loisel, qui est un dessinateur de bande dessinée très connu, qui a fait La Quête de l'Oiseau du Temps, qui a fait la jeunesse de Peter Pan, qui a fait Le Grand Mort, etc. Loisel, ça sonne un peu francophone? Absolument, c'est de la bande dessinée francophone. Ah, voilà. Juste pour nous mettre sur le truc. Et donc j'ai découvert ce comics il y a quelques années, et en cherchant un peu plus, je me suis rendu compte que Glénat avait sorti toute une série de Mickey réalisés, enfin dessinés, créés par des auteurs français de talent. D'accord. Je sais que, c'était pas que Mickey, mais dans ce genre de collection, il y avait aussi des Italiens. Enfin, d'autres Européens qui ont été mis à contribution. Européens, tout à fait, ouais. Là, tu nous as fait une sélection de 3 titres, en tout cas. Ouais, enfin, c'est réparti entre nous, 3 des titres, ouais. Parce que du coup, Nivrae et Eva ont participé également pour pouvoir parler du personnage également. J'ai noté Café Zombo. Ouais, de Régis Loisel.
Ah, bah est-ce que tu Voilà. peux nous en parler un petit peu de celui-ci? Je voulais juste en profiter pour expliquer comment ce comics est arrivé. Ouais. C'est à la base, du coup, c'est Glénat qui édite déjà des rééditions, enfin, ou qui fait des volumes, des compilations d'œuvres de Mickey, et qui a proposé, donc c'est une demande de Glénat, à Disney de faire travailler des auteurs européens. D'accord. Il en parlait déjà avec Loisel qui, lui, du coup, annonçait qu'il aimerait vraiment faire un Mickey à Glénat. Glénat avait très envie de créer aussi ses propres personnages, ses propres histoires. Et du coup, Loisel était chaud pour lancer le projet. Donc dans la collection, en fait, chacun a pris un petit peu la direction qu'il voulait. Loisel a fait le choix de repartir aux origines du personnage, de repartir sur les dessins de Godferson, qui était le premier dessinateur de strip de Mickey. D'accord. Godferson. Godfredson. Pardon. Vas-y. De Godfredson. Et du coup, il a décidé de faire un format panoramique. Pour pouvoir y mettre son histoire en forme de strip également. Tout est très linéaire dans la construction des cases. On appelle le format d'italienne. Tout à fait. Ouais. Et il est parti sur un Mickey dans l'Amérique des années 30, de la Grande Dépression, et c'est un Mickey en pleine période de chômage, de dépression, C'est pas forcément un personnage qu'on associerait à des problématiques sociales tout de suite. Pas forcément, non, ouais, pas vraiment en fait. Pourtant, il a pris ce parti-là. D'accord. Et du coup, il nous montre un Mickey qui est avec son pote Horace, qui va régulièrement sur les chantiers, en fait quotidiennement, voir s'il y a du travail. Et il se trouve qu'il n'y a jamais de travail pour eux. Ça commence à les énerver, à se faire en sorte qu'ils se posent des questions, ce qui n'est pas étonnant puisque derrière il y a Patibulaire et autres malfrats qui ont un grand projet de gredin qui est caché. Du coup, ils essayent d'éloigner au maximum Mickey, qui est un fouineur de première. Mickey et Horace en ont tellement marre de jamais trouver de boulot, ils partent un petit peu en vacances avec Minnie et Clarabelle chez Donald. Okay. Et quand ils reviennent, ils se rendent compte que eux, ainsi que tous les habitants du quartier, ont été expropriés et qu'une grande partie de leur voisinage, les hommes en tout cas, sont zombifiés. Ils travaillent un petit peu comme des zombies. Toutes les femmes et les enfants ont été envoyés en camp de vacances et du coup, on se rend très vite compte que c'est un coup des Patibulaires, de Rockefeller et de toute cette clique. Ok, en fait c'est super violent socialement. Ouais, c'est pas le plus simple, c'est pas pour les plus jeunes. Ouais. Il est dense. C'est ça que je parlais, le côté c'est magique, machin et tout. Ouais. C'est pas là. Bah ouais, en fait, dans la collection, t'as toutes sortes d'écritures, puisque chacun a fait son choix. Et celui-là est le plus adulte de tous. D'accord. Je pense que même en termes de lecture, il est pas simple pour les plus jeunes. D'accord. Après, ça reste gentil. Hein. Oui. Tu verras pas de sang, enfin, c'est pas ce dont on a parlé plus tôt. Oui. Par contre, comme Loisel le disait, quand ça cogne, ça cogne. Ouais. Mais ça cogne façon cartoon, c'est pas. Mais ils y vont franco, quoi. Ils se battent. C'est un Mickey beaucoup plus bagarreur, beaucoup plus fripon, comme il était plus au début, à l'époque de Steamboat Willie, le premier animé de tu l'as placé. Mickey. En fait, je sais plus qui a lu quoi. Tu as lu quoi, Eva? Moi, j'ai un petit Mickey's Craziest Adventures. C'est ça, tout à fait. Oui. Alors, est-ce qu'on reste dans un conflit social, quelque chose comme ça? Non. C'est un peu plus... C'est très différent, en fait. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci pour le concept de l'album, que je trouve juste génial. D'accord. Plus génial que l'histoire en elle-même. La BD, elle a été faite par Trondheim et Karamidas. Okay. Donc, Trondheim, c'est un dieu de la BD franco-belge. Voilà. Ah. Donc là, Donjon là on a 3 noms de ouf là. Et Karamidas, il est ou il était, je sais pas s'il est toujours, mais animateur chez Walt Disney France. Il a été. D'accord. Il n'y a plus de Disney France.
Ah bah oui. Ah oui, En même alors, temps. attendez, Mignola Fag, mais pas seulement, Disney Fag aussi, Sam. Je m'intéresse à l'animation. Je m'intéresse, ouais, en gros, tu passes ton temps dessus. Continue, Eva. Et donc en fait, il y a une préface dans cet album où on explique que Trondheim et Karamidas ont trouvé des vieux Mickey's Quest dans un vide-grenier et ils ont mis la main sur une histoire qui n'a jamais été publiée en France, traduite en France. D'accord. Et donc, ils décident, eux, de la traduire, d'en faire une couverture pour la sortie française. Ils expliquent aussi qu'évidemment, il manque certaines planches qu'ils n'ont pas pu tout retrouver. D'accord. Donc, il manque des petits bouts de l'histoire et ils ont reconstitué l'album pour faire en sorte que ce soit compréhensible pour les gens. D'accord. Sauf que tout ça n'est absolument pas vrai. Ah, C'est juste une bullshit. pure invention. Voilà. Oh, j'y ai cru. Je suis très crédule. Et cette histoire n'a jamais existé, c'est eux qui l'ont créée, évidemment, de toutes pièces. Et l'histoire en elle-même est mignonne et sympa, mais c'est pas ce qui a le plus grand intérêt. En fait, c'est Donald qui est appelé par Picsou pour partir à la recherche d'un trésor, un classique. Et en fait, Donald et Mickey sont rétrécis par une machine, une superbe invention, et donc se retrouvent poursuivis par plein de bêtes, plein de choses. Enfin voilà, face à plein de dangers, et on les voit traverser les pages, traverser plein de décors, voilà, et essayer de sauver leur peau. Voilà, donc je trouve ça vraiment dingue. En fait, c'est la création de l'histoire et comment c'est annoncé. Et les dessins sont top, c'est très. Ils ont vraiment repris les dessins de l'époque. Ils ont respecté et fait hommage. Oui, et puis le côté ancien, comme s'ils l'avaient retrouvé dans un vide-grenier, effectivement. D'accord. Bah, en fait, c'est plus ton histoire du début qui m'intrigue et qui me donne envie de le dire. Sam, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, en fait, contrairement à Loisel qui lui a voulu écrire son histoire par lui-même, en fait, Glénat a contacté Karamidas à la base, et Karamidas, il a tout de suite voulu l'écrire, enfin quelqu'un pour l'écrire. Du coup, il a contacté Trondheim qui lui a dit oui aussitôt. Ouais. Et Trondheim, il fonctionne par contrainte. Du coup, il a demandé à Karamidas une contrainte. Et Karamidas lui a dit tant qu'à faire du Mickey, je veux qu'on puisse passer par tous les personnages et par tous les types d'univers, d'aventures que peut rencontrer Mickey. D'accord. Et du coup, Trondheim s'est dit, je vais inventer cette histoire de comics perdus. Parce que dans cette histoire de comics perdus, en fait, ce qu'il nous raconte, c'est qu'il y avait une page par épisode qui sortait, je sais plus, toutes les semaines ou tous les mois, un truc comme ça, et que le tout mis les uns derrière les autres faisait une histoire complète. D'accord. Sachant qu'il ne pourrait pas tout mettre et tout ça, il a décidé de dire qu'il y avait des pages disparues. Du coup, il y a des sauts, des ellipses très malines régulièrement. Oui, parce qu'il explique que c'est sorti sur plusieurs années en réalité. En faux, en fait. Aux États-Unis, voilà. en faux. Alors, du coup, en révélez pas trop parce que je pense que ça va être intéressant de découvrir, mais ouais. D'accord. Et du coup, c'est très cool. Et comme chaque planche est censée fonctionner seule, ça donne un récit ultra rapide, t'es à fond de balle tout le temps, tu lis mais tu tournes les pages à une vitesse dingue, t'es à fond dedans, t'es pris, t'as l'adrénaline qui monte, c'est cool quoi. Je voulais juste rajouter dans les petits détails qu'ils ont réussi à caler, c'est que du coup ils sont obligés de faire tout valider par Disney. Ils ont tenté un truc à un moment, parce que Disney avait vraiment pas été chiant, hein, d'après tout ce que disent les auteurs. J'avais l'impression qu'au contraire, ils allaient c'est leur personnage quoi. Assez peu, mais là ils avaient tenté un truc énorme apparemment sur un bas de case, sur un bas de planche, et c'est pas passé. Ils s'en doutaient. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme si la page était arrachée en bas. Du coup, on ne voit pas ce. Je trouve ça génial. Et moi, du coup, parce que je pense que Mickey est en train de s'étouffer, même si vous ne le savez pas, j'ai lu Mickey et l'océan perdu. Et en fait, j'étais très contente que les deux compères ne le choisissent pas parce que j'avais trouvé la couverture trop jolie. Ouais, je suis toujours vendue de la couverture. C'est une couverture qui est dorée, qui brille quand on la bouge. Ah bah ça forcément voilà. Ça te plaît. Hein. Ouais, non mais ça me plaît forcément. En fait, je m'étais pas rendu compte que c'était des comics récents. Quand j'ai vu ça en librairie, je me suis dit ils rééditent des vieux Mickey. Dans ma tête, je me dis c'est pas possible qu'ils refassent des Mickey en 2018. C'est pas possible. Et du coup, quand on a parlé du Focus, moi je dis bah trop cool. Du coup, je veux lire celui-là parce qu'en plus il est super beau. Donc j'ai acheté Mickey et l'océan perdu de chez Glénat. Et il y a une histoire avec ce comics, c'est que Glénat a fait un gros fail.
Décidément, toi, t'es là pour remonter toutes les mauvaises nouvelles de Glénat. Ah, c'est vrai que je suis désolée. En plus, j'achète presque tout ce qui sort chez Glénat. Donc le livre, il est sorti, je crois, là, en février, en janvier-février. Donc en début d'année. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est pas la bonne version qui est partie en impression. Donc on se retrouve avec un livre blindé de fautes. De mots échangés, de problèmes de ponctuation, de phrases qui dépassent. C'est un peu le bordel. Alors, quand tu le regardes en surface, ça passe. Mais c'est vrai que quand tu le lis, tu t'en rends compte et des fois, tu te dis, c'est un peu à l'arrache quand même. Donc, depuis, Glénat s'est excusé. Ils vont faire une réédition du livre. Et du coup, les personnes qui l'ont acheté Et du coup, les personnes qui l'ont acheté sont niquées. Mais c'est pas grave, t'as un produit unique. Moi, c'est ce que je me dis. Ça va valoir cher dans 3 semaines. Je m'avance un petit peu, mais je pense que si t'écris à Glénat pour dire que ton édition, elle a un souci, je pense qu'il y a moyen de faire un petit quelque chose quand même. Hein, c'est vrai. C'est vrai que je tente. Mais en même temps, moi, je suis contente, je veux la garder. J'aime bien. Tu vois, c'est un peu comme un bébé eugénique. Demande un échange, je me garde l'ancien. Oui, bah oui. Non, bah, de toute façon, oui, je veux bien un nouveau, mais je rends pas celui-là. Bah oui, bien sûr. Sort de question. Donc, du coup, Mickey et l'océan perdu, c'est une histoire dans un univers steampunk. On a Mickey, Minnie et Dingo qui sont sorte de chasseurs, de récupérateurs en tout cas de matériel, donc ils sont à la recherche de combustible pour se faire de la thune. Leur but du coup c'est de récupérer de l'argent pour récupérer des morceaux de pièces pour pouvoir construire des choses. Ils sont des espèces d'inventeurs et ils sont un peu contre Patibulaire et sa team pour changer, hein, parce que là c'est un peu toujours les mêmes. Et ils vont s'affronter sur ces recherches de combustible et surtout sur une annonce qui dit qu'il faut aller chercher quelque chose au fond de l'eau avec je sais pas comment vous l'écrire, une espèce de robot que tu guides en VR. C'est un peu spécial parce qu'on est dans un univers steampunk et là Mickey met son casque avec sa visière et il se met à téléguider un espèce de robot qui est sous l'eau. Je pense que quand tu penses lire un truc classique et que tu vois ça, tu fais ok, non, moi j'étais dans le steampunk, je suis passée dans le techno un peu supérieur, c'était très étrange. Et là, il se passe un truc de malade. Mickey va perdre connaissance pendant 5 années et le monde est complètement à l'envers. Et là, je suis passée de mon petit Mickey à l'océan perdu tout mignon à un truc trop chelou. Et j'ai pas trop compris le passage de l'un à l'autre, c'était vraiment très, très étrange. Et en gros, on a un problème de gravité et l'eau, elle est plus au fond, elle est remontée. Et donc du coup, il se passe des choses très étranges. Patibulaire est devenu un peu plus sympa. Enfin, ça m'a un peu surpris dans ce comics. J'ai pas détesté, c'était mignon à lire. Mon problème principal avec l'histoire, c'est que tu tournes les pages, tu fais OK, l'histoire se développe et t'arrives presque à la fin. Et là, tu te dis, il y a un tome 2 où et puis là, non, tu tournes la page et c'est fini. Ça se passe très vite. Le final est vraiment très rapide, donc je sais pas si c'est un problème des auteurs qui ont voulu vraiment caser leur histoire, qui se sont dit mince, faut qu'on finisse. Donc elle a une toute petite fin un peu presque ridicule, je dirais. L'autre reproche que je peux faire aussi, c'est que en fait, si tu mets pas Mickey, Minnie, Dingo, mais que tu mets Nathan Drake, que tu mles n'importe quel héros, ça passe. Mon problème principal, c'est ça, c'est que tu aurais pu mettre n'importe qui. L'histoire, elle serait passée quand même. D'accord. Et l'auteur et le dessinateur, ils ont fait un bon job, mais en fait, ça pourrait être n'importe qui. D'accord. Et c'est surtout qu'ils ont fait une BD qui s'appelle Le Voyage extraordinaire, qui est donc sur Jules Verne, qui est dans cet univers steampunk, et j'ai l'impression ils ont un peu repompé leur truc, et qu'ils ont mis Mickey et Minnie, mais qu'ils ont oublié en fait le côté l'âme de Mickey, qui est Mickey, qu'est-ce qu'il sait faire. Ça manque en fait, ça manque vraiment. Donc une histoire peut-être un petit peu générique, c'est ça? Pas générique. L'histoire, elle peut être cool. C'est un peu innovant ce côté de gravitation qui change et tout, mais c'est juste, c'est pas, ça colle pas trop avec Mickey. Ouais. D'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était une histoire qui était plus prétexte au dessin et à l'univers qu'ils ont mis en place. Quelque chose de vraiment beau, de l'eau qui arrive de partout, des bulles qui volent, c'est juste magnifique. Quand t'as une tempête qui arrive, du coup, c'est le désastre. Ah oui, parce que du coup, noyé, c'est ouais. Mais c'est très chouette à lire. Enfin, c'est léger, c'est vraiment léger. Oui, Eva, tu voulais dire? Comme Nivrae, j'ai des petites déceptions, mais pas que sur Mickey et l'océan perdu. Sur l'océan perdu, sur l'histoire, je suis assez d'accord, ça finit trop rapidement. Et le dessin, en fait, est assez surprenant et vraiment magnifique sur les premières pages, je trouve. Et puis après, en fait, c'est tellement dense
que ça en devient presque fatigant parce que c'est tout le temps la même chose sur toutes les pages et c'est dommage en fait parce que c'est tellement beau que ça aurait pu être un effet qui était que sur certaines pages mais pas sur toutes. Peut-être utiliser ce talent avec plus de parcimonie. Exactement. Et en fait, j'ai un problème, c'est que sur les différents albums, j'ai une petite succession comme ça de déceptions. Moins sur celui que j'ai lu, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a un des derniers qui vient de sortir qui s'appelle Mickey Maltese, qui est donc une adaptation de Corto Maltese, évidemment. Et en fait, la couverture est splendide. C'est vraiment du Corto Maltese version Mickey en aquarelle. C'est hyper beau. Et en fait, j'ai ouvert la BD et c'est du Mickey ultra classique. Il n'y a pas un coup d'aquarelle. C'est vraiment la grosse déception. Et sur Café Zombo, dont parlait Sam tout à l'heure, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu 15 fois, cette histoire-là. Alors c'est Mickey à la place du héros, mais c'est la même histoire, quoi. C'est la crise. Voilà, j'ai pas été emballé. Je sais pas. Et pourtant l'idée, le concept, la collection, je trouve ça génial. Mais sur celui-ci, il aura un peu pêché. Sam, tu veux parler de deux autres titres? Oui, rapidement pour parler celui de Causé qui est une mystérieuse mélodie qui raconte l'histoire de la rencontre entre Mickey et Minnie. Ok. Sur fond d'un scénario perdu, qui est beaucoup plus mignon, beaucoup plus doux. Pareil, une histoire gentille et calme qui se lit comme ça, assez rapidement. Voilà. Et celui de Thébault que j'ai pas encore lu, mais que je suis prêt à attaquer. Déjà, merci du compliment et continue. C'est trop facile. Oui, beaucoup trop facile, ça me déçoit de toi, Eric. Et donc, qui raconte a priori l'histoire d'un Mickey grand-père qui raconte son histoire à un petit neveu. Et apparemment, il a fait en plusieurs petites histoires. Donc j'ai hâte de le lire, ça a l'air très chouette. C'est le dessinateur qui est scénariste de Captain Biceps, pour ceux qui connaissent. Non, je ne l'ai pas. Donc voilà. Pour parler vite fait de Corto Maltese, c'est pareil. Moi, c'est le seul de la collection que j'ai pas acheté du coup. Parce que, pour les mêmes raisons ? Pour les mêmes raisons, je l'ai ouvert. Mais non seulement ça n'a pas l'air d'être du chouette Mickey, mais c'est pas non plus un bel hommage à Corto Maltese. Donc je l'achèterai pas. Faut dire que la collection est magnifique, c'est des belles couvertures reliées avec, je sais pas comment on appelle. Un dos toilé. Un dos toilé, tout à fait. Et j'en profite juste pour dire que Glénat n'a pas terminé. Ils sortent du coup en avril 2018 le Mickey Mouse de Gottfredson, le volume 2 de recueil. D'accord. Et au mois de mai, un Donald's Happiest Adventures par Trondheim et Keramidas que je vais acheter direct. Qui ont déjà fait donc la Craziest Adventure. Tout à fait, okay. Ouais, je l'achète direct. Surtout que le Donald, il est vraiment drôle dans cette histoire-là. Et moi, il me fait vraiment penser, pour les fans de Donjon, à Herbert dans son humour, dans sa façon de réagir. Je trouve ça vraiment cool. Ok. Mais tu ne connais pas. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc on parlait de collection, donc ça commence. Enfin, les premiers albums français de cette collection, ils ont commencé à sortir quand ? En mars 2016, il y a eu les deux premiers, donc Craziest Adventure et Une mystérieuse mélodie. D'accord. Le premier qui avait été contacté, c'était Loisel, mais il n'a pas sorti aussitôt. Il en a sorti qu'en octobre 2016 parce qu'il était en train de terminer son autre bande dessinée. Mm-hmm. Et ensuite, donc le Café Zombo. Non, c'est en novembre. Et en octobre, il y a eu La jeunesse de Mickey par Thébault. Ah ouais, c'est super dense en fait. Ouais, ça a été très rapide les premiers. Et ce que racontent les auteurs, c'est qu'ils ont beaucoup parlé les uns avec les autres. Ils ont beaucoup communiqué. Il y a vraiment une complicité. Il y a même un moment Keramidas qui raconte que pour lui, Loisel, c'était un des pionniers qui lui avait donné envie de faire de la bande dessinée quand il était gamin. Et il s'est retrouvé à un moment avec les autres à lui dire que sa première proposition de couverture, il fallait pas faire ça, que c'était pas top. Ouais. Ça lui faisait vraiment bizarre, mais Loisel était vraiment cool. Il a dit ouais, c'est vrai. Et puis il a repris le boulot. Et apparemment, il y avait vraiment un bel esprit entre les premiers auteurs. J'espère que, parce que s'il devait commencer à se tirer des morceaux de crayon dans le pied, ce serait pas terrible. Mais non, mais c'est très intéressant de voir comment justement tous ces artistes plus ou moins connus, avec des expériences différentes, doivent travailler ensemble avec des contraintes de malade, parce que
ils disent que c'est simple, mais à mon avis Disney ça doit être super chaud. Et après, ça avait déjà été fait sur plusieurs séries en France, mais avec des héros qui étaient français, donc c'était plus facile puisqu'il n'y avait pas eu à dealer avec les États-Unis, mais il y avait eu Valérian, il y avait eu, il y a eu plusieurs fois des concepts comme ça. C'est Mickey vu par. Ouais, c'est comme ça que c'est annoncé. C'est Mickey vu par. Mickey vu par. Et donc, a priori, Glénat avait de base les droits parce qu'il rééditait les Mickey. D'accord. Mais il fallait qu'il négocie avec Disney. Ça a pris du temps de négocier. Mais de ce que disent les auteurs, une fois que ça a été mis en place, ça a été assez rapide. Les histoires, ils ont fait très peu de retours sur. Bon, il y a des choses qui sont interdites, pas de violence, pas de cigares, pas de pipe. Pas de sexe entre pas de sexe, voilà. Pas de viande, parce que les personnages sont. Ils sont végétariens. C'est des animaux, ça serait anthropomorphique, ça irait pas du tout. Oui, alors les faire parler et les. Voilà. Ça va. Et a priori, suite à ces premiers albums qui ont été faits, Disney est en demande d'autres éditions françaises parce que ça leur a vraiment plu et que ça a bien marché. Est-ce qu'on peut voir un effet urbain, c'est-à-dire que ce qui se passe en France a bien fonctionné et du coup ils voudraient importer ça aux États-Unis? Je sais pas, ça, j'ai pas eu l'info pour ça. D'accord. Bon, on va suivre ça, c'est pas intéressant. Nivrae. Ouais, moi je parle d'un autre effet urbain. Ce que je reproche aussi à la collection, c'est que moi j'ai une bibliothèque. Décidément. Non mais j'ai une bibliothèque et j'aime bien ranger les livres et quand c'est bien la même taille. Et c'est le problème urbain que je remonte, c'est que leur tome c'est n'importe quoi les tailles. Et là c'est pareil. Et celui dont parlait Sam, le tout premier que j'ai déjà oublié le nom. Le Café Zombo. Le Café Zombo, je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait il est justement en long à l'horizontale. Il rentre pas dans la bibliothèque. Enfin ça colle pas, ça marche pas avec. Et en fait ils sont tous à des tailles différentes, des formats différents. Et moi j'aime bien les jolies collections qui vont toutes ensemble. Donc là j'ai le Mickey, l'océan perdu, et je pense que s'ils en font d'autres de la même taille, je les prendrai parce qu'ils sont super beaux, mais il faut que ça rentre dans ma bibliothèque. J'avoue, ça c'est un peu le genre de truc que tu regardes dès le début. Le Mystérieuse Mélodie est également dans un format carré, donc un autre format, mais il y a une cohérence dans toute la série, quoi. Ce dos toilé, ces belles couvertures épaisses et tout ça. Et moi j'aime bien voir des formats justement à l'italienne régulièrement. On avait parlé, c'était Frank Miller qui disait que le comics à la base est davantage fait pour un format à l'italienne parce que c'est le sens de lecture plus naturel et que le format paysage ça nous vient du livre à la base, le format du livre qu'on a hérité, quoi. Tu dis ça pour Grand Hôtel Abîme qu'on avait revu l'année dernière. On va recommander à nos auditeurs d'aller sur la page du site pour voir toute la liste de tout ce qui est dispo, avec quelques illustrations en prime. Ouais, je rajouterai sur le Bouya Comics Club les liens que j'ai trouvés d'interviews des auteurs parce que c'est vraiment intéressant de les écouter parler. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on a dans le Bouya Comics Club, pas juste des gens qui se demandent si Flash c'est bien. La série télé, bien sûr. On se retrouve dans 3 secondes pour parler de Gotham au 19e siècle. À tout de suite. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. De retour dans la 3e et dernière partie de ce 94e épisode, toujours en compagnie de mes chroniqueurs, une tuberculeuse et les 2 autres à peu près en forme. Bon, moi aussi je suis en train de décéder, je dois bien vous l'admettre. Mais nous allons parler d'une époque où cette maladie existait encore. Pardon, ma blague était très mal amenée. On va parler de dysenterie. Non, on va parler de Gotham by Gaslight, en français Gotham au 19e siècle. C'est un film d'animation de chez Warner Bros, on pouvait s'en douter, sorti en ce début d'année 2018, qui s'inspire du récit de Brian Augustine et de Mike Mignola, qui a été publié en 1989 aux États-Unis et un an plus tard en France. Je le dis d'avance, c'est une animation, oui, mais elle est totalement déconseillée aux moins de 17 ans, car aux États-Unis, elle a été classée R. Je sais pas ce que R, c'est restricted, c'est ça ?
un truc comme ça. Ça correspond interdit au moins de 16 ans. Ouais, en gros. C'est sorti directement sur les plateformes numériques en janvier et un peu plus tard en DVD Blu-ray. Nous, on s'est procuré le DVD. C'est pas là qu'il faut rire. C'est pas là qu'il faut rire, les gens, ok? Je vais vous demander à vous trois déjà si vous saviez que c'était une histoire adaptée d'un arc de comics de Batman, et si vous l'avez lu, Gotham by Gaslight. Eva. Je le savais parce que j'avais déjà vu le comics passer, les couvertures, quelques images, mais je l'avais pas lu. Eva, Vraillé, pardon. Et ben la même chose. C'est que je savais que ça existait, mais je l'ai pas lu et j'ai vu le film, mais j'ai pas eu envie de le lire non plus. D'accord. Donc tu spoil ton avis. Et toi, Sam, est-ce que toi tu connaissais ou pas? Oui, je l'ai lu. Ah. Ouais. Ah. Et on peut vraiment parler d'adaptation avec des guillemets. Ok. Parce qu'il y a très peu de liens, en fait, finalement, entre les deux, à part le fait qu'il y ait Jack l'Éventreur, qu'à un moment, Bruce Wayne va en prison. Alors, avant de raconter la fin de l'histoire, est-ce que tu peux présenter un tout petit peu l'original, mais en deux phrases, l'original? Donc, sur le comics, on commence à Londres. Donc, premier point divergent avec l'animé. C'est London by Gaslight. Donc on est à l'époque de Jack l'Éventreur, et Jack l'Éventreur décide de partir pour une autre ville, pour Gotham City. Et en même temps, on a Bruce Wayne qui est en Allemagne, chez Freud. Ouais, donc c'est un petit peu avec lui. Début 20e, quoi. Ouais. Et il décide de rentrer aussi, parce qu'il est temps pour lui de rentrer à Gotham. D'accord. Du coup, déjà, premier point, ça fait une coïncidence plutôt étonnante. L'arrivée de Jack à Gotham City et du Batman qui arrive à Gotham City et de Bruce Wayne qui arrive à Gotham City. Tiens, non. Voilà. Et voilà. Ça, c'est l'original. C'est l'original, voilà. C'est pas une histoire folle, moi, je trouve, le comics. J'ai pas été plus sapé que ça. Le dessin est beau, c'est du Mignola, et c'est pas encore le Mignola qu'on a maintenant avec un dessin vraiment magnifique, très expressionniste et tout ça. Ouais. C'est un beau travail, mais pas non plus exceptionnel. Et l'histoire, le personnage de Jack, on sait dès le début, enfin dès la 4e page, on se doute de qui c'est. Je compte. Ouais, ça doit être 4. Non. Alors on voit pas Jack. Non, si, bien sûr. On voit pas Jack l'Éventreur, mais je vais pas spoiler l'histoire, mais vraiment très rapidement, on sait ils ont pas été subtils sur le coup sur l'identité de Jack l'Éventreur. Le récit est un peu long et pas très bien construit, je trouve. Donc voilà, je sais pas. Et il est fait en 2 histoires. Il y a une deuxième histoire qui vient quelques années après et qui ne raconte plus l'histoire de Jack l'Éventreur, mais d'un autre méchant qui arrive, un Français, si je me trompe pas. Toujours les Français. Et qui est en rapport Page avec... 28. Merci. Quelle condescendance, c'est pas possible. Et qui arrive pendant l'exposition universelle de Gotham City. D'accord. Voilà, ça c'est pour le comics. Et donc là, on va parler d'animation rapidement. Tu parlais d'adaptation avec de grands guillemets. Ouais. Quelle liberté ont-ils pris? Est-ce que quelqu'un veut résumer peut-être l'animé? Oui, la version animée. Eva? Alors l'animé, ça se passe à Gotham directement, donc fin 19e, début 20e, pendant l'exposition universelle toujours, une expo universelle qui a été financée par Bruce Wayne lui-même. Tout seul, oui, c'est possible à cette époque-là. Oui. Et donc, une nuit, une jeune femme très peu vêtue, danseuse exotique et accessoirement prostituée, qui ressemble étrangement à Ivy, se fait assassiner par Jack l'Éventreur. Et effectivement, Batman, là aussi, quand même, est suspecté, puisqu'il est craint, en fait, de la population de Gotham à ce moment-là. Donc, très rapidement, on fait le lien entre les deux. Et en fait, dans l'animé, on va suivre l'enquête que fait Bruce Wayne pour trouver le coupable, Jack l'Éventreur, pour se disculper des accusations qui pèsent sur lui. Et parallèlement, on a Selina,
qui elle aussi mène l'enquête, qui se plaint beaucoup auprès des autorités de la ville, auprès du maire, de ne pas faire leur travail, et qui se sent obligée, elle, de son côté, de le faire pour mettre un terme à ces agressions qui sont faites aux femmes, en fait. D'accord. Ok. Voilà. En quelques... Je voulais juste est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui sont familières avec l'expression Elseworld? Oui. Est-ce que tu peux définir rapidement? Eh ben, c'est en fait donc hors continuité, et c'est un univers qui est transposé à une autre époque ou dans un autre monde, voilà. Et ici, c'est l'époque victorienne, dans le contexte de Jack l'Éventreur, voilà. D'accord. Et chez d'autres éditeurs, on peut avoir de Marvel 1602 où on a une transposition plus ou moins fidèle des personnages qu'on connaît à une autre époque. Et donc là, c'est pareil. Je dis ça parce que même si c'est pas forcément l'histoire préférée des fans de Batman, c'est un titre qui aujourd'hui est considéré comme un des pas fondateurs, mais une des histoires les plus emblématiques de l'Elseworld de DC. C'est dur à dire comme mot. Et en gros, c'est par contre le premier à avoir été adapté en animation pour le grand public, on va dire. Voilà, je veux dire ça. On parlait de steampunk, d'ère victorienne, tout ça. Jack l'Éventreur. Vous avez pensé quoi du film? On va commencer par Nivrae. J'ai pas détesté, je trouvais ça pas mal, mais j'ai quelques petits problèmes à situer le film parce que on se retrouve sur une animation qui est un peu kid-friendly, c'est-à-dire que les personnages sont plutôt beaux, sont plutôt lisses, sont pas hyper travaillés comme t'aurais ça un comics adulte en fait. Les scènes de violence sont coupées, cachées. C'est-à-dire que Jack l'Éventreur, tu vois qu'il va tuer quelqu'un, on coupe la scène, tu vois pas. Et du coup, je suis un peu en contrebalance parce que t'as ce côté un peu où on protège les gens, un peu kid-friendly, t'as ce côté où t'as un peu de sexe, t'as la violence, on parle de femmes prostituées, on parle de meurtre, et qui du coup donne quelque chose de très adulte, mais ça ressemble pas à de l'adulte. Je suis un peu paumée entre les deux, et ce qui fait que je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas accroché à fond. Après, j'aime beaucoup l'époque victorienne, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un petit peu plus sur le Batman victorien, parce pour moi il m'a l'air un peu trop normal pour un Batman victorien. Je pense qu'ils auraient pu faire quelques gadget un peu plus steampunk, c'est le petit regret que j'ai sur Batman, mais sinon j'ai beaucoup aimé Selina. J'ai trouvé le personnage vraiment cool. C'est un peu une sorte de le Robin quoi. Elle fait une espèce de duo avec Bruce Wayne. Ça marche vachement bien entre deux. Enfin, ça colle bien. Il y a un moment où ils vont dans un gentleman's club, elle est déguisée en homme, et j'ai trouvé que ça marchait vachement bien le contact entre les deux personnages. Mais c'est un film qui est très court, t'en as 1h10, 1h05, donc tu peux pas développer trop l'univers, tu peux pas développer trop sur Batman. Du coup, t'es vraiment sur cette histoire de Jack l'Éventreur. Par contre, ce que je trouve cool par rapport à ce qu'il disait sur le comic, c'est que le reveal de qui est Jack l'Éventreur, il arrive vers vraiment la fin. Donc ça reste vraiment le gros axe de l'histoire. Mais voilà, je suis vraiment mitigée dessus. J'ai vu des bons plans, enfin des bons points, j'ai vu des points un peu moyens, mais bon, ça se regarde. Ouais. En tout cas, ça m'a l'air mieux que ce que ça m'a vendu pour le comics. Ouais. Donc, voilà. Sam ? Ouais, j'ai trouvé l'histoire plus intéressante en effet que celle du comics. Ah, carrément ? Ouais. Ok. Ouais, je l'ai trouvé pas mal. Est-ce que je fais tout de suite les différences entre les deux ? Oui, vas-y. L'une des premières, c'est qu'ils intègrent beaucoup de personnages du Batmanverse, ce qu'on n'a pas dans le comics. On a Gordon et Batman, et c'est à peu près tout. D'accord. Là, on a dès le début Poison Ivy. Ouais, c'est la première scène. Ouais. Les premières scènes. D'ailleurs, tu disais qu'on ne voyait pas trop la violence, le meurtre. On la voit, on voit les coups de couteau qui sortent de l'écran et le sang qui gicle. En même temps. Ouais, mais tu vois pas le couteau planté dans le corps. Tu vois. Enfin, c'est là où le sang qui gicle, les cris. Enfin, c'est presque pire, quoi. Ouais, mais c'est pas rattaché à la personne à chaque fois, je trouve. Ouais. Mais justement, en fait, je pense que le fait de retirer l'élément qui est en train d'être matraqué, et ben de l'autre côté, ton esprit suggère le pire truc parce que tu ne le vois pas. Alors que si tu le vois, tu sais exactement où ça fait mal, donc tu peux plus ou moins imaginer. Là, tu ne sais pas, la personne est en train de la trucider, tu vois plein de sang et tu ne sais pas dans quel cadre autant de sang peut jaillir.
Voilà, du coup, je continue avec la liste des personnages qui arrivent. Donc, on a Harvey Dent qui est procureur, on a Selina Kyle, vous l'avez dit, on a Belloc, on a les trois Robins qui sont pas des Robins, qui sont 3 orphelins délaissés, Dick, Tim et Jason. Ou Dick, Jason et Tim plutôt. Et on a Leslie, qui est une sœur là dans ce cas-là. Et à chaque fois, les personnages sont pas du tout les mêmes personnages que dans l'arc principal de Batman, mais on fait référence à ce qu'ils sont un petit peu. Ivy, c'est une gogo danseuse, elle a des feuilles sur elle. Pour danser, on lui fait une petite blague pourrie. Selina Kyle, quand elle marche dans les ruelles, il y a des chats qui la suivent, elle a un fouet qu'elle cache sous sa robe. Pas très subtil, quoi. Elle aime pas qu'on l'appelle mon chaton. Elle aime pas qu'on l'appelle son chaton. Harvey Dent, passé quelques verres, il a une double personnalité, c'est un véritable Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Des tentatives de masquer, de faire rentrer ces personnages-là, mais de façon un petit peu subtile. Par contre, le dessin, c'est une catastrophe. Il y a de la 3D. Le dirigeable qui arrive est vraiment immonde. L'eau, on dirait du vomi. Il y a le fleuve qui coule. Toutes les scènes en plein jour c'est pas beau. Tous les décors sont. Les bâtiments, quand ils sont dessinés, on sent qu'il y a les mecs, ils ont bossé avec leur 3D, ils ont bien tracé leurs traits. Et quand ils ont fait la peinture, ils ont pas dépassé comme des petits enfants, quoi. Il y a pas de pattes, il y a pas de. C'est synthétique, quoi. Enfin, il y a une impression de synthèse. Sauf pour les scènes de baston, en fait, où les c'est scènes beaucoup de baston, mieux. ouais, La scène dans l'abattoir ou la scène, enfin, elles sont beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Animées c'est un classique, quoi. On met le budget et les gros animateurs sur les scènes de baston violentes et actives, quoi, réactives, où il faut beaucoup de dessins, faut de la vitesse. Le plus immonde dans le dessin, ça reste quand même la cover, l'affiche, le poster. Je sais pas comment on dit quand le film sort pas au cinéma, mais la jaquette. Voilà. La jaquette est quand même dégueulasse. Ouais. Et en fait, moi, j'ai eu peur quand j'ai lancé le film. J'avais peur de voir les images de la jaquette dans le film, parce que c'est de la 3D. On dirait limite un espèce de jeu vidéo qui a été fait. Enfin, c'est vraiment très moche. Et par contre, elle est soulagée, extrêmement steampunk, la jaquette. Oui. Elle balance un truc qui est complètement l'opposé de ce qui va arriver après. C'est super figé. Et après, les personnages en soi, ils sont comme les vieux dessins animés Batman, un petit peu. Enfin, on retrouve ce dessin-là. Et finalement, quand tu demandais c'est pour qui, je trouve que c'est pour nous, parce que c'est ce que nous, on a vu quand on était plus petits au niveau du dessin. Et l'histoire, elle est pour nous maintenant, parce qu'on est plus grand. J'ai vraiment un doute sur l'animation de 92. Tu parles de Batman 92 ? Ouais. Je me demande si c'est pas mieux. Ouais, c'est carrément mieux. Et le non, Batman, mais oui, je dis pas. Vilain, il a une animation, vraiment pure animation. Ultra large, vraiment comme elle a jamais été dessinée. Son costume, c'est dommage parce que c'est vraiment un des points positifs du comics, c'est que le costume est assez classe. Là, ils en font une espèce de pyjama vraiment pas joli. Bon, il y a un truc que je reprocherais vite fait, c'est effectivement, vu que l'accent a été mis sur la 3D dans certaines scènes et sur le dynamisme des combats dans d'autres. On parlait de Mickey tout à l'heure avec les décors qui étaient un peu trop riches. Là, c'est l'inverse. Les décors sont totalement dépourvus de quoi que ce soit. Ouais. Le ciel est toujours de la même couleur, qui est de la même couleur que les murs, qui est de la même couleur que le sol. Et tu te dis, ok, en fait, c'est vrai que tu veux donner un ton sépia à ton machin, mais au final, t'as juste fait le strict minimum en termes de remplissage, quoi. C'est vraiment vide, quoi. Même dans les ruelles, dans les rues où il y a plein de gens qui marchent, tu te dis, mais attendez, ils vont vers où, en fait? Il n'y a pas d'autres bâtiments au fond, il y a pas. Qu'est-ce que vous faites là? Donc, c'est un peu déçu sur ça aussi. Ouais. Parce que le vide, tu le vois tout de suite, en fait. Après, j'étais vraiment surpris par le personnage de Jack l'Éventreur. Ouais. Je m'y attendais vraiment pas. C'est vraiment pas comme dans le comics. D'accord. Ah, donc quand même, tu peux prendre plaisir si tu n'as pas lu. Enfin, prendre plaisir, ça. En fait, pour moi, ça a rien à voir avec ça a quasiment rien à voir avec le comics, quoi. Ils ont que le titre de commun. Ouais, et puis le costume du Batman qui reprennent, et puis l'époque, le fait qu'il y ait Jack l'Éventreur, et puis c'est tout. D'accord. Un truc qui m'a fait sortir, quand même, je profite. Je sais pas si vous l'avez vu en VO ou VF. Les deux. Ah, vous avez vu. What? Vous avez eu le temps? Waouh. Bien. Moi, j'ai toujours ce souci quand j'entends la voix de Superman sur le Batman. Ah, c'est le même doubleur? En fait, non. Et j'ai appris cette semaine pourquoi.
Parce que du coup, donc le doubleur là qui fait le Batman, c'est Emmanuel Giacomi, qui faisait avant Superman. Et c'est Adrien Antoine qui fait sur les nouveaux dessins animés Superman, alors qu'avant il faisait Batman. Pourquoi ils ont fait ça ? Eh ben, figure-toi que donc Adrien Antoine a pris le doublage en français de Superman dans les films, dans Man of Steel, dans Batman v Superman et tout ça. Et depuis 2016, ils ont switché les deux doubleurs. C'est un pari, c'est ouf. Bah ouais, ils ont voulu coller la voix de Superman dans les films en VF à celle de Superman dans les dessins animés. Ce qui est logique, mais moi, je trouve que la voix de Batman dans les dessins animés telle qu'elle était avant collait mieux. Oui. Je trouvais que celle de Superman collait mieux à Superman. Et puis ça, c'est toujours bizarre d'échanger en plus. Ça, c'est surtout une question d'habitude, mais c'est vrai que c'est bizarre que les deux personnages peut-être les plus représentés de chez DC s'inversent, quoi. Enfin, en tout cas, dans les doubleurs. C'est assez. Je vais enquêter là-dessus. Mais c'est intéressant. Ouais. Eva ? Je voulais dire que je trouvais que l'univers du Londres victorien collait vraiment bien à Gotham, en fait. Et c'est peut-être pour ça que même s'il n'y a pas trop de décors dans l'animé, on s'y croit quand même un petit peu. D'accord. Et que moi, j'ai passé un très bon moment et que j'ai apprécié par rapport à d'autres films d'animation DC qu'on m'a fait regarder ici. J'aime bien on m'a fait. Teen Titans, par exemple. Et donc, je peux dire qu'on peut ne pas aimer Teen Titans et aimer Gotham by Gaslight. Robin qui fait du DDR, quoi. Voilà. S'il te plaît, sur de la K-pop, c'est trop bien. Et toi, Nivray, qu'est-ce que tu retiens ? Je vais juste revenir sur les voix. Et en VO, c'est Jennifer Carpenter qui fait la voix, la sœur de Dexter. Alors, toi, tu me parles des voix VO. Et toi, tu me parlais des voix françaises. D'accord. Françaises, okay. Ok. Juste pour et je trouve que ça colle super bien. Le personnage lui va vachement bien. Ouais. Voilà, donc c'est juste un petit point. Et après, non, sur l'ensemble, mon regret, c'est ça. C'est 1 heure, c'est compliqué pour développer un personnage, développer un univers. Et moi, quand on vend un truc un peu victorien, un peu steampunk, je veux plus que ça. Et ça, c'était pas assez. J'aurais aimé un Batman. Je sais pas moi, vraiment un Batman steampunk, genre qu'il aurait ses petites lunettes par-dessus ses oreilles, enfin, je sais pas, quelque chose de plus fort et plus effectivement le genre steampunk que vendait la jaquette sans le style de la jaquette, quoi. C'est plus ça que ça m'avait vendu au départ. D'accord. Ouais. Et toi, ça est là à ce qu'on aurait préféré. Moi, dans un Batman style victorien, j'aurais préféré qu'ils adaptent la malédiction qui s'abattit sur Gotham, qui est sorti il y a quelques temps chez Urban et qui est vraiment vraiment classe pour le coup, qui est écrit par Mignola, qui est dessiné par Richard mais vraiment il est cool et on fait référence déjà aux différents personnages de l'univers de Batman et de façon bien intégrée. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre un Mickey victorien. Pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus ? Non ? On va donc passer à la suite de l'émission qui est en fait la fin. On fait des gestes avec les mains, allez. Personne ne le voit. J'avoue. Ah, c'est de la radio. Non, c'est pas de la radio. Attends, peut-être que si je bouge mes mains, ils vont l'entendre. C'est du kawa. Kawa. Qu'est-ce qu'on dit à la fin déjà ? Ah oui, t'as pas plein d'annonces à faire ? J'ai déjà fait en début d'émission. Moi, j'en ai une à faire. Écouté. Non, mais c'est à moi de parler. Donc, je prends la parole. Annonce. Puisqu'on est virtuellement le 19 mars, joyeux anniversaire du vrai. Joyeux anniversaire. Oui. Bravo d'être né. Quand même les premières personnes à me souhaiter mon anniversaire. C'est vrai. Parce que dans d'autres contrées, genre à Paris, je pense que t'as pas grandi ici, c'est pour ça. Non. Ça porte la poisse. Mais c'est pas grave. Non, mais non, parce que c'est la version virtuelle. Ah oui, c'est vrai. Donc je les ai vus dans le futur. Bon, ça te fait quel âge ? 30. Ouais, ça se voit, ouais. Comics & Cas, c'est donc une émission produite et réalisée par Radio Kawa et Adrien Larouzé Z2E. Rendez-vous dans 2 semaines, le lundi 2 avril 2018 pour le 95e épisode. En attendant, vous nous retrouvez en téléchargement 24 heures sur 24 et en streaming également sur le site de Radio Kawa, également en téléchargement sur iTunes, Apple Podcast et toutes les applications podcast sur Android. Et retrouvez toutes les informations de l'épisode dans les détails de l'épisode quand vous tapez sur détail, il y a tout ce que je me suis tapé le cul à mettre en HTML pour que ce soit bien joli avec les images et les titres et les liens pour que vous puissiez aller voir et acheter, et c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Qu'on a chopé la Booyah Stone bleue maintenant. What the fuck are you talking about? Attends, si, c'est un truc sur Twitter. Parce qu'on est lundi, okay. On l'a chopé. Voilà, bravo.
Félicitations à Sacha du Bon Palette. Ok. Quand est-ce qu'on licencie Eric? Non mais explique, ce sont les Blue Balls. Ce sont les Booyah Stones Ah pardon, excuse-moi. par rapport à notre communication vers la centième épisode. Épisode, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, c'est pour voir si tu suivais. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, on va dire au revoir au chroniqueur. Sam, Au on te revoir. retrouve sur le chemin des Yellow Les dames. Balls, Red Balls, Orange Balls, Knacky Balls. Je sais pas. On me retrouve sur le Booyah Comics Club, j'essaye d'être un maximum actif. Ouais. Et puis chez moi, au boulot beaucoup en ce moment. Oui. Et puis très bientôt. Les réseaux sociaux peut-être. Oui, sur Sam le Piranha sur Twitter. Je crois que c'est le site en fait. Il fallait que nous on aille sur le réseau social qui s'appelle Sam le Piranha. Voilà, j'ai mon propre réseau social. Mais en fait, Sociétal. je t'aime de plus en plus parce que tu fais des phrases aussi droites que les miennes. Donc je commence à te comprendre de plus en plus. C'est cool, je prends pas ça pour un compliment. Ah non, c'est une pure insulte. Je parle très mal la France. Eva, on te retrouve quand? On me retrouve où? C'était exactement. Mais écoute quand je te parle. Écoute, keep up. On te retrouve où? On me retrouve dans le magazine Page des libraires et toujours dans le 16e également, hein, et sur eptalon.fr, un site de conseils et de relecture. eptalon.fr. Voilà, il y a quelqu'un qui a récemment demandé plus d'informations sur ce site, je crois sur Twitter, et on a pu le renseigner. Merci. À bientôt. Et on va dire au revoir à Nivrae. Au revoir. On te retrouve où? Partout. J'allais dire un truc proche de ça. T'as Ouais. combien de podcasts maintenant? Et ben j'en ai un nouveau. C'est ce que je pensais. J'en avais pas assez. Alors du coup, je dis c'est pas grave, je vais en créer un peu à moi, qui s'appelle C'est arrivé près de chez nous. Et on te retrouve, réseaux sociaux. Et on te Et ben retrouve où? @Nivrae toujours. Qu'est-ce que tu dis en ce moment? Tu nous parles de quoi cette semaine? Je suis le Ekebot, je balance toutes mes questions d'un coup. Et vous démerdez. C'est pas encore la fin de cette émission, il faut que je parle de moi. Adrien Larouzé Z2E, @Adrien Larouzé Z2E, je crois que c'est son adresse Oui. Twitter. Et moi, vous me retrouvez sur Twitter, dans Whisperos, on sort Maintenant, en fait, Whisperos sort le même jour que Comics Podcast. Donc si vous adorez ma voix et mes fautes, voilà. Et ton écoutez nouveau Radio Kawa nom lundi. sur Twitter, parce que je l'ai déjà oublié. Ah, c'est quoi? C'est EK_Mea. T'as pas changé depuis? Attends, ça fait un mois que j'ai changé, c'est bon, tu te calmes. Peut-être que avec faut changer Infinity pour War, chaque j'ai encore émission. changé. On verra. Non, faut pas se foutre la gueule du monde non plus. Sinon, voilà, dans 2 semaines, lisez plein de comics, les réseaux sociaux, les étoiles sur iTunes, n'oubliez Ouais. pas ça. Les étoiles. Et à bientôt. Ça nous aide beaucoup les étoiles. En fait, je crois que Et ça, si on J'essaye de commençait- masquer ma voix. On peut la refaire une troisième fois? Ouais, parce que déjà, je pense qu'on peut recommencer. Et deuxième chose, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent là. Est-ce que quelqu'un sait On sait jamais. imiter Donald? On pourrait glisser des informations importantes. ouais, on cache des informations. Je sais pas faire Donald. Qui sait faire Donald? Ça ressemble à un lavage de bouche. La vache, tu Ouais. Mais sinon, ouais, Mickey, c'est facile. Non, je sais pas Non, faire. c'est pas. Oh, putain. Mickey, arrête Mickey.